Donc ce qu'on va faire ce soir, c'est qu'on va se regarder le débat entre Manuel Bompard, donc de la France Insoumise, évidemment, coordinateur, et puis Sébastien Chenu du Rassemblement National. C'est un débat qui dure 1h07. On va essayer de se le faire en entier. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va principalement essayer de faire du fact-checking. C'est-à-dire qu'on va checker un petit peu les faits qui sont avancés par l'un et l'autre des deux débatteurs. C'est parti. Bonsoir Sébastien Chenu. Bonsoir. Vice-président de l'Assemblée nationale et du Rassemblement national. Merci beaucoup d'avoir accepté de participer à ce débat. Bonsoir Manuel Bompard. Bonsoir. Coordinateur de la France Insoumise. Merci à tous les deux d'avoir accepté d'inaugurer cette série de débats que nous vous proposerons dans cette émission à 18h dans C'est pas tous les jours dimanche, tout au long de la campagne des Européennes. 1 heure pour confronter vos visions de l'Europe et aborder les sujets qui font l'actualité. Je vais donner pour ceux qui nous regardent le programme de ce débat. Deux grandes parties ce soir. D'abord l'Europe face à la guerre. Nous évoquerons bien évidemment la situation en Ukraine, mais aussi à Gaza. Puis dans une seconde partie, ce sera l'Europe face aux crises migratoires, mais aussi crise agricole, où nous aborderons notamment la question des traités de libre-échange. Voilà le programme. J'ajoute que vos temps de parole à tous les deux seront décomptés, que nous avons fait un tirage au sort et que c'est vous, Manuel Bompard, qui l'avez remporté. C'est donc vous qui commencerez tout à l'heure ce débat. Mais juste avant de commencer, une question rituelle, si j'ose dire. Vous êtes tous les deux les lieutenants des chefs de vos familles politiques. Vous, Jean-Luc Mélenchon, vous, Marine Le Pen. Vous êtes aussi en quelque sorte les porte-parole de vos candidats respectifs. Manon Aubry pour la France Insoumise, Jordan Bardella pour le RN. Je commence avec Manuel Bompard. Quel regard est-ce que vous portez sur votre adversaire du soir, Sébastien Chenu? Qu'est-ce que vous pensez de lui? Je pense que c'est l'homme qui représente une formation politique, le Rassemblement national, dont le projet est extrêmement dangereux pour le pays, qui véhicule l'idée des passions sinistres qui visent petit à petit à importer dans notre pays un climat qui est un climat de guerre civile, qui sur n'importe quel sujet d'actualité cherche à rendre responsables par là les immigrés, par là les musulmans de toutes les difficultés du pays. Et si j'ai accepté ce débat, aujourd'hui, c'est d'abord pour mener une opération de désintoxication, de désenfumage. Désenfumage pour montrer à quel point M. Chenu raconte à peu près n'importe quoi sur l'ensemble des sujets. Désenfumage aussi pour montrer aux gens qui nous écoutent à quel point M. Chenu et les membres de son organisation politique sont des menteurs et des hypocrites. Parce que M. Chenu prétend défendre les intérêts, par exemple, des Français qui travaillent. Sauf qu'à l'Assemblée nationale, à chaque fois que nous déposons, par exemple, un amendement pour augmenter le SMIC ou pour augmenter les salaires, Monsieur Chenu vote contre. Alors c'était une petite introduction pour savoir ce que vous pensiez de Sébastien Chenu. On va avoir le temps de parler de tous ces sujets. Vous lui serrez la main quand vous le croisez à l'Assemblée nationale? Heureusement, les idées de Monsieur Chenu ne sont pas contagieuses par les mains. Donc je n'ai pas de problème à lui saluer la main, mais par contre je combats ses idées pied à pied. Sébastien Chenu, même question, le regard que vous portez sur votre adversaire du soir, Manuel Bompard. Le ton est donné, si j'ose dire, parce qu'il vient de dire. Oui, d'abord, moi j'ai du respect, avant toute chose, pour les hommes ou les femmes qui s'engagent en politique. Les idées de Manuel Bompard, je les trouve dangereuses pour notre pays. Je trouve que vous êtes un idéologue. Je trouve que vous êtes loin du peuple que vous ne défendez pas. Vous avez choisi de défendre les communautés. Je pense que vous n'aimez pas notre nation. Je pense que vous effacez, vous concourez à essayer d'effacer notre pays, ce en quoi d'ailleurs vous ressemblez quelque part à la Macronie. Vous ne croyez pas en la France. Et là aussi, on aura l'occasion d'en parler. Voilà, je pense que vous êtes à la tête d'un mouvement qui est dangereux pour notre pays. Alors déjà, il y a un truc qu'on peut dire à ce niveau-là. En dehors, on va dire, des punchlines qui sont lancées par Manuel Bompard et par Sébastien Chenu, genre les petites piques, classiques, on va dire, de débat. Il y a déjà un truc qu'on remarque dans la manière d'aborder le débat, dans la manière de, entre guillemets, argumenter. Parce que je sais pas si on peut dire que pour le coup, Chenu a argumenté. Mais on voit que Manuel Bompard, ce qu'il commence par faire, c'est il cite des faits, qu'on va pouvoir aller fact-checker après parce qu'il revient dessus. Mais il cite vraiment des faits empiriques vérifiables, du style, vous avez voté à l'Assemblée nationale, votre groupe a voté contre, par exemple, le SMIC à 1600 €, ou vous avez voté contre les intérêts pour tel type de proposition de loi. Et Sébastien Chenu ne fait absolument pas ça. Sébastien Chenu se contente de balancer des punchlines, mais il cite aucun fait empirique qu'on pourra aller vérifier qui démontre effectivement que la France Insoumise, par exemple, ne prend pas au sérieux les intérêts du peuple. Ça, c'est déjà une différence. Dès l'intro, on voit cette différence entre Bompard et Chenu. Je crois que les Français auront le bon goût et le bon sens de ne jamais vous porter au pouvoir, mais il faut compter avec vous, vous représentez des Français, et moi je dis à ces Français qui vous ont fait confiance qu'ils se trompent, qu'ils ne sont pas défendus par vous, car vous avez fait d'autres choix, celui des communautés, celui de l'effacement de la France, et non pas celui de défendre le peuple de France. Et les gens qui nous écoutent, Monsieur Chenu, sauront peut-être
ce soir, peut-être qu'ils ne le savaient pas avant, qu'à chaque fois que vous avez la possibilité à l'Assemblée nationale de voter en faveur des intérêts des plus pauvres, de celles et ceux qui... Et on sent que Manu Bompard, il a envie d'insister là-dessus. On sent que lui a vraiment des choses, genre avérées, qu'on peut vérifier, et vraiment, on voit qu'il revient dessus, et qu'il veut vraiment mettre sur la table le fait que le Rassemblement national ne prend pas en compte les intérêts du peuple. sont en difficulté, quelle que soit d'ailleurs leur religion ou leur couleur de peau, vous faites le choix inverse, monsieur Chénier. C'est faux. Parce que quand il s'agissait de voter pour augmenter le SMIC ou augmenter les salaires, vous avez voté contre. Quand il s'agissait par exemple de rétablir l'impôt de solidarité sur la fortune, pour faire en sorte qu'on partage, vous avez voté contre. Vous avez pendant de longues années... Ça, on va vérifier vite fait du coup. Juste, j'imagine que peut-être que les gens qui regardent le stream là sont renseignés là-dessus, mais comme on fait du fact-checking, on va quand même fact-checker, voir si ce que dit Bompard est vrai. Donc effectivement, en juillet 2022, il y a une augmentation du SMIC qui est proposée par la NUPES, et qui a voté contre, effectivement, le Rassemblement, le RN, les Républicains et la République En Marche. Donc demandé par la France Insoumise, les Verts, le PCF et le PS, la hausse du SMIC à hauteur de 1 500 € net n'a pas été adoptée par les députés. 257 parlementaires, dont Marine Le Pen et Aurore Berger, ont en effet voté contre. À l'époque, du coup, le Rassemblement national avait notamment été pointé du doigt par Louis Boyard, qui justement faisait remarquer « On aura vu le vrai visage du RN qui vote contre les intérêts les plus pauvres ». Et effectivement, c'était aussi le cas du coup des Républicains et des Républiques En Marche. Ok, donc ça, déjà, on a un truc qui est vérifié par de ce qu'a dit Manu Bompard. Il y avait aussi la question donc de l'ISF. Manu Bompard dit que le Rassemblement national n'a pas voté, pour le rétablissement de l'ISF. Et c'est effectivement vrai, comme on peut le voir ici. C'était c'était quand? C'était en octobre 2022. Voilà, sur le sujet de la fiscalité, la NUPES avait mis des amendements pour rétablir l'impôt sur la fortune. Et les Républicains avaient soutenu le gouvernement. Le Rassemblement national, en fait, s'était abstenu de voter pour le rétablissement de l'ISF, ce qui est une manière effectivement de s'associer avec on va dire les macronistes pour faire échouer, on va dire, cette mesure-là. Donc là, on avait le résultat du vote pour le rétablissement de l'ISF. Donc on avait NUPES, etc. On avait plusieurs groupes qui avaient voté pour. On avait ces groupes-là qui avaient voté contre. Et le Rassemblement national n'a pas voté contre, mais en tout cas, il s'était abstenu par rapport à ça. Fait campagne en disant que vous alliez on va quand même essayer de commencer notre débat sur ce qui se passe en Ukraine. Donc tout ce que Manu Bompard a mis sur la table ici, c'est avéré, c'est vrai empiriquement, c'est vérifiable. La fois que vous avez pu voter, la dernière fois, vous avez voté pour rétablir le cumul des mandats. Je pense que c'est important que les gens soient au courant. Alors, très rapidement, Sébastien Chenu, ensuite on commence, parce qu'on a fait un programme, on va essayer de bien commencer les choses et d'essayer de s'y tenir à peu près. Emmanuel Bompard qui aura beaucoup de mal à nous dire. Ça, il y avait effectivement eu un vote sur le cumul des mandats, qui est une question un peu complexe. Il y avait des camps, il y avait des gens même dans le camp de Macron qui avaient voté contre ce cumul des mandats. C'est un débat qui revient régulièrement en France. Je sais pas si j'avais trouvé, voilà, soutenu par la droite et l'extrême droite et farouchement combattu par la gauche, le texte de loi divisé au sein même du camp présidentiel. Voilà. Donc c'est effectivement le cas également que la droite et l'extrême droite, notamment Rassemblement national, avaient soutenu ce fameux cumul de mandats. Dire qu'il défend la France du travail, alors que évidemment le Rassemblement national remporte le vote depuis longtemps des ouvriers, des employés, mais aussi le vote des outre-mer, mais aussi nous le faisons parce que nous avons une cohérence de programme et que... Ça, je voudrais juste souligner un truc par rapport à ça. Obtenir un vote majoritaire au sein d'une classe sociale, c'est pas la démonstration qu'on est le parti ou le candidat qui défend le mieux ses intérêts. Ça, qu'on soit bien d'accord. Il se peut très bien que des gens votent pour un parti ou un candidat en pensant que ça va servir leurs intérêts, alors que ce n'est pas le cas. C'est pas ça la démonstration, c'est plutôt de dire, encore une fois, ce qu'a fait Bompard, c'est-à-dire, qu'est-ce qu'on vote à l'Assemblée nationale qui va dans le sens des intérêts du peuple, ok? C'est pas parce que les gens votent pour le Rassemblement national que le Rassemblement national est le groupe ou le parti qui défend le mieux leurs intérêts, évidemment. Donc son argument est un peu fracassé. On va regarder vite fait aussi la sociologie de l'électorat, et c'est effectivement, ça semble être vrai en tout cas sur les données empiriques que le Rassemblement national globalement obtient des meilleurs scores au niveau des comme il disait, des ouvriers. Après il y a des classes d'âge qui rentrent en compte. Par exemple, ça c'est sur la présidentielle. J'ai la présidentielle 2017 et présidentielle 2022. Par exemple, en 2022, le RN conserve une forte assise populaire en remportant largement le vote des ouvriers, 45%. Ceci étant dit, la NUPES dispose d'un électorat beaucoup plus jeune et populaire. La coalition de gauche était vraiment la première force sur l'ensemble des électeurs de moins de 50 ans, avec 42% des suffrages du 18-24 ans, 38% chez les 25-34 ans, etc. En 2017, Jean-Luc Mélenchon obtient le vote majoritaire de l'électorat le plus jeune. Il l'a pris en fait à Marine Le Pen.
21% du coup Marine Le Pen contre 30% pour Jean-Luc Mélenchon. Par contre, Le Pen était arrivé en tête chez les 35-49. Et c'était déjà le cas, par contre, à ce moment-là, que le Rassemblement national avait aussi plus de votes chez les ouvriers. En termes de catégorie socio-professionnelle, encore une fois, on parle de 2017, Marine Le Pen obtenait 37% du vote ouvrier et 32% des employés. Donc Chenu a raison sur la question du vote ouvrier, mais son argument est complètement fracassé de dire que parce que ils ont le vote majorité des ouvriers, ça veut dire que c'est eux qui défendent le mieux les ouvriers. Ça, c'est pas du tout une conséquence. Que nous mettons la valeur travail Salut, Stop Côté. au centre de tout. On vous Quand a vous battu dans les évoquez, départements d'outre-mer laissez-moi parler, à chaque monsieur élection. Monsieur Messieurs, s'il Bompard. vous plaît. Marine Le Pen était gagnante au second tour de la présidentielle Mais Jean-Luc dans Mélenchon n'était pas l'outre-mer. qualifié. Messieurs, s'il vous plaît. Bah oui, Attendez, fallait là, déjà y franchement, aller. ça Fallait fait... déjà y aller au second Alors, tour. il est 18h12, ça fait 3 minutes que ce débat a commencé. On va Allons, juste essayer on de y va. respecter quelques règles élémentaires qui est, par fixe l'agenda de ce débat. Première partie donc, l'Europe face à la guerre et la situation en Ukraine après l'attentat terroriste qui a fait au moins 137 victimes vendredi soir à Moscou. Vladimir Poutine n'a pas cité l'État islamique malgré la revendication de l'organisation, mais a pointé du doigt l'Ukraine malgré les dénégations du président ukrainien Volodymyr Zelensky. Je commence avec vous, Manuel Bompard. Est-ce qu'il faut craindre que la Russie utilise ce drame pour intensifier son offensive en Ukraine? D'abord, il faut dire que c'est un attentat absolument monstrueux et dire notre solidarité, notre soutien avec la population russe qui a été frappée par cet attentat vendredi. Et oui, bien évidemment, c'est un moment qui est un moment extrêmement critique, extrêmement dangereux, parce qu'on voit bien la volonté qui va être exprimée d'utiliser en quelque sorte cet attentat pour marquer une escalade supplémentaire dans la guerre qui oppose aujourd'hui l'Ukraine à la Russie. Et donc, je dis oui qu'il va falloir être extrêmement vigilant et ça renforce ma conviction. La conviction que nous avons exprimée depuis maintenant plusieurs mois, plusieurs années, que la France devrait, plutôt que de s'en... Désolé, j'avais pas vu ton message, Kat. T'avais dit ça veut rien dire, effacer la France à part jouer sur les peurs de certains. Oui, ça c'est clairement les éléments de langage conservateur typiques de l'extrême droite, on est d'accord. Permet dans une logique de surenchère militaire, devrait essayer au contraire de travailler le chemin de la paix le plus rapidement possible par la voie diplomatique, que la France devrait avoir un rôle de médiation pour essayer de mettre l'ensemble des puissances autour de la table. Et c'est aussi les éléments de langage qui font donner l'impression justement à des gens que le Rassemblement national va défendre leurs intérêts vis-à-vis de ce genre de choses, alors qu'en fait, encore une fois, c'est juste des éléments de langage et c'est absolument pas la démonstration que c'est eux qui servent les mieux les intérêts. Essayer de créer les conditions d'un accord de paix. Donc oui, il faut être vigilant, mais oui, ça doit renforcer notre détermination à essayer de créer les conditions de la paix. Sébastien Chenu, Oui, même c'est question, est-ce qu'il faut craindre une intensification de ce qui se passe en Ukraine, notamment compte tenu du discours de Vladimir Poutine? Oui, c'est difficile de ne pas commencer notre rencontre en ne pensant pas aux 137 victimes russes. Un être humain, c'est un être humain, quelqu'un qui meurt sous les balles d'un terroriste, visiblement un terroriste islamiste, puisqu'il semblerait que Daesh ait revendiqué cet attentat, doit évidemment recevoir toute notre sollicitude. Ça rappelle que le grand danger de nos sociétés contemporaines, que ce soit la Russie, la France, les États-Unis, des grandes sociétés occidentales, c'est évidemment la menace de l'islamisme. Et j'espère que ça vous fait pas trop saigner les oreilles, monsieur Bompard. Ok, donc là, juste, évidemment que j'ai envie de demander c'est quoi l'argument pour ça, moi personnellement. Et à part ça, non, je pense que le plus grand danger pour les sociétés modernes, c'est d'abord le changement climatique et tout ce que ça peut engendrer. Et après, je dirais l'idéologie conservatrice. Vous dire que le grand danger qui pèse sur nos sociétés, pas venir sur ce terrain avec moi. Mais on voit, comme je disais vers le début, on voit Sébastien Chenu qui veut absolument, et comme l'avait un petit peu prêché de Bompard, absolument placer le terme islamisme, vraiment le plus souvent possible. Et là, c'est vraiment que le début, on n'est qu'à 7 minutes. Mais islamisme, et nous y reviendrons probablement plusieurs fois parce que vous avez été... Faudrait vraiment pas faire genre un drinking game et boire un shot à chaque fois que lui, ce mec-là prononce le mot, un terme qui contient le mot islam. Plusieurs fois... ambigu, c'est le moins qu'on puisse dire, face aux gens qui défendent les islamistes, quand vous-même ou vos amis ne signez pas des appels, l'appel du CCIF notamment, du comité contre l'islamophobie qui a été dissous, et que Manon Aubry, votre candidate, le signe. Donc le grand danger qui pèse sur nos sociétés, c'est l'islamisme et c'est le terrorisme islamiste. Vous n'en avez pas fait part, je le regrette pour commencer cela. Et puis évidemment, dans ce conflit armé, dans cette guerre qui oppose l'Ukraine à la Russie, il y a une puissance qui agresse, c'est la Russie. Il y a une puissance qui est agressée, c'est l'Ukraine. Et là encore, pas d'ambiguïté. Un soutien doit être réaffirmé à l'Ukraine. On aura l'occasion, je pense, d'en parler de façon à ce que, à la fin,
on puisse mettre tous ces gens autour d'une table, car si ce n'est pas la guerre, eh bien la solution elle ne peut être que diplomatique, et parce que ça ne peut pas être la guerre, l'Ukraine ne peut pas gagner ce conflit armé seule, elle entraînerait pour cela, sinon l'OTAN avec elle. Moi, je ne le souhaite pas. Par conséquent, la France doit prendre des initiatives diplomatiques, et c'est ce que nous appelons, nous, de nos voeux, c'est que le président de la République prenne ces initiatives, qu'il fasse résonner une voix française qui manque ou qu'on n'entend pas beaucoup actuellement. On va rentrer dans le détail dans un instant, mais Manuel Bompard, je vous laisse répondre à ce que vient de dire Sébastien Chenu sur l'aspect islamiste des attentats qui ont eu lieu vendredi soir à Moscou. Je pense que M. Chenu ne devrait pas venir sur ce terrain-là avec moi pour une raison très simple. C'est que l'homme qui a armé les terroristes de l'Hypercacher était un ancien membre du service d'ordre du Front National. Monsieur Chenu. Monsieur Chenu, vous avez évoqué le CCIF en faisant référence à une participation de la France Insoumise à une manifestation contre l'islamophobie. Cette manifestation a été organisée après le fait que l'un de vos anciens candidats du Rassemblement national aux élections départementales avait tiré sur des fidèles devant une mosquée à Bayonne. Donc quand on veut chercher, si vous voulez, les complicités, et encore je n'ai pas évoqué, je pourrais le faire, le fait que c'est votre ancien candidat aux élections municipales. Ça me fait marrer. J'ai pas évoqué, je pourrais le faire, et après il le fait, ça. Monsieur Je trouve ça marrant comme manœuvre. Je pourrais en parler, ouais, j'en parle. Qui a supervisé la collaboration de l'entreprise Lafarge avec Daesh en Syrie. Donc ne venez pas me chercher sur... À part ça, on va juste faire un fact-checking de ce que dit Bompard. Okay, le premier truc que dit Bompard, c'est il parle d'un ancien membre du Rassemblement national qui aurait armé certains terroristes. Il y a plusieurs, j'ai trouvé plusieurs articles de presse qui parlent de ça. Donc en fait, la personne en question, ça serait Claude Herman. Donc Claude Herman, c'est un mec de 57 ans en 2020, ok. Et c'est lui qui aurait importé les armes utilisées par Amédi Koulibaly. Et effectivement, donc Claude Herman est un personnage central dans l'enquête sur les attentats de janvier 2015. Il est établi que les armes à feu dont s'est servi Amédi Koulibaly ont été importées en France par ce militant d'extrême droite de 57 ans, qui les a commandées parmi des centaines d'autres à une entreprise slovaque. Donc en gros, ce mec est un trafiquant d'armes. Il avait été entendu du coup en procès par rapport aux attentats à Paris. Alors il n'y a eu aucun lien direct à l'époque qui avait été démontré entre ce gars-là et le terroriste. Ceci étant dit, c'est effectivement avéré. Alors j'ai peut-être un autre article du coup qui en parle, ou est-ce que je l'ai pas? J'en ai vu plusieurs. Si, c'est ça, peut-être dans ce style-là. Effectivement, ce gars-là a été un membre du Rassemblement national, et je vais trouver ça quelque part. Attendez. Voilà. Donc sur Radio France, il était effectivement affirmé ancien militaire, Barbouze au Congo, ex-membre du service d'ordre du Front National. Cette figure de l'ultra-droite lilloise est aussi l'organisateur de camps survivalistes et même veilleur de nuit au moment de son arrestation. Ok, donc la première chose que dit quand Chenu dit comme ça, justement, comme tu dis, Katz. Je sais pas trop s'il nie que c'est vrai ou pas, mais en tout cas, effectivement, ce que dit Bompard est vrai. Et après, effectivement, sur la question de Lafarge, le candidat du FN a supervisé la collaboration de Lafarge avec l'État islamique en Syrie, révèle Mediapart. Donc c'est une enquête de Mediapart en 2017. Donc l'un des dirigeants du groupe Lafarge a supervisé le marchandage financier avec le groupe État islamique, permettant au géant du ciment de poursuivre son activité en Syrie en 2013 et 2014. Donc l'un des dirigeants du groupe Lafarge est un soutien de Marine Le Pen, affirme Mediapart. Et c'est quelqu'un qui s'était du coup présenté aussi aux élections voilà, pour l'Assemblée nationale. Il s'agit de Jean-Claude Veillard, l'actuel directeur de la sûreté du groupe franco-suisse Lafarge, qui fut notamment l'un des candidats du Front National lors des dernières élections municipales à Paris. Donc voilà pour la partie fact-checking des accusations de Bompard. Sur ce terrain, parce que si vous voulez chercher des liens entre une formation politique et les terroristes de Daesh ou les terroristes de l'Hypercacher, c'est plutôt dans votre organisation politique que vous devriez regarder ces liens. Parce que dans ma famille politique, il n'y a jamais eu aucun lien avec les terroristes. Au contraire, nous les avons toujours dénoncés. Vous en partagez en vérité les objectifs, Monsieur Chenu, parce que vous avez les mêmes objectifs qu'eux, c'est-à-dire fracturer la population française, essayer de rendre responsable l'ensemble des musulmans de ce pays d'actions qui sont commises en leur nom, mais que eux dénoncent de manière extrêmement ferme. Donc je vous invite à pas venir sur ce terrain. Je pense que ça sera mieux pour la qualité du débat. Réponse rapide de Sébastien Chenu. Ensuite, on revient sur Vous allez avoir du mal à faire croire aux Français que l'islamisme, il est lié au Rassemblement national quand nous le combattons et lorsque vous avez refusé, à chaque fois que vous avez eu l'occasion de le... On peut en tout cas constater que Chenu ne nie pas ce qui vient d'être dit, quoi. Préfère tout de suite renvoyer la balle, si je peux le dire comme ça, plutôt que dire non, c'est faux, etc. Je conteste tout ce que vous dites. L'islamisme... Quoi qu'en fait, il vient de dire je conteste tout ce que vous dites.
On sait que c'était vrai puisqu'on vient de le checker. Mais... Et voir sur les réseaux sociaux. Laissez-moi dérouler un propos. Pas tous en même temps, s'il vous plaît, on essaye de la même manière de fixer la règle de ce débat. Messieurs, s'il vous plaît, heureusement. Messieurs, s'il vous plaît. Il y a des paroles. Voilà. Donc, je vous laisse vous exprimer. Je ne vous interromps pas. Je ne vous interromps pas. Mais vous dites des bêtises. Faites la même chose, Monsieur Bompard. Faites la même chose. Vous allez avoir du mal à faire croire aux Français que l'islamisme, c'est le Rassemblement national. Parlons de l'Ukraine, parlons de la Russie et parlons de vos ambiguïtés. C'est vous parce qu'elles sont nombreuses et on va pouvoir en parler. Alors, messieurs. On va pouvoir parler du sujet, donc. Et on va parler de l'Ukraine. Le paradoxe de ce débat, c'est que j'ai ce soir en face de moi deux personnalités. Je le disais tout à l'heure, sur le papier tout oppose. On ne peut pas considérer qu'il y a des convergences entre le Rassemblement national et la France insoumise. Non, je vous le confirme. Et pourtant, quand on regarde les déclarations des uns et des autres et les prises de position des uns et des autres sur ce qui se passe en Ukraine, refus d'envoi d'armes offensives, c'est bon pour le RN, c'est bon pour la France insoumise. Appel à la négociation, c'est bon pour le RN, c'est bon pour la France insoumise. Rejet de l'adhésion à l'Ukraine, à l'Union européenne et à l'OTAN de la même manière. Manuel Bompard, vous avez la double adhésion RN, la France insoumise. Vous venez de dire vous-même qu'il n'y a entre nous aucune convergence. J'ai dit sur le papier. Et je vais vous en faire la démonstration. Premièrement, parce qu'il y a eu un vote la semaine dernière à l'Assemblée nationale. Et que le contexte de ce vote avait été programmé après l'intervention. Personnellement, juste petit point par rapport aux questions du présentateur là. Je sais pas pourquoi il va sur cette... Enfin, je sais pas pourquoi. Si, je sais pourquoi. Je pense qu'on est sur une télé, on est sur BFM TV, qui est purement pro-Macron. Et qu'on essaye en gros d'expliquer à l'audience qu'on a mis en face deux extrêmes, ok, les deux extrêmes en France, et que c'est ceux qui sont au milieu qui ont raison. Mais à part ça, évidemment, ce serait plus intéressant de savoir quels sont les désaccords, j'ai envie de dire, entre eux, plutôt que savoir les éventuels points de convergence, qui auront de toute façon certainement en fait des intentions qui ne sont pas les mêmes. L'intervention du président de la République Emmanuel Macron, qui a ouvert la possibilité d'une intervention de troupes françaises en Ukraine. N'a pas exclu. Qui a donc ouvert la possibilité, M. Duhamel, si vous voulez qu'on débatte ensemble, on le fera une autre fois. Non, pas du tout. Mais moi, j'essaye modestement juste de clarifier. Donc ne me reprenez pas pour dire la même chose que moi, si vous voulez bien. Non, j'utilise simplement les termes. Si vous voulez bien. Donc, il y a eu ce vote la semaine dernière à l'Assemblée nationale. On parlait de sujets qui étaient des sujets majeurs. La question de savoir si des soldats français pourraient aller mourir sur le front ukrainien. On parlait de sujets majeurs. La question de savoir si on acceptait que l'Ukraine... Les fameux extrêmes qui se rejoignent, c'est un peu ça, ouais. C'est genre, alors les extrémistes, on va vous faire débattre. Débattez ensemble, les extrémistes. Puissent demain rentrer dans l'Union européenne, ce qui serait un drame pour notre industrie, ce qui serait un drame pour notre agriculture. On parlait de savoir si on acceptait l'idée que l'Ukraine puisse demain rejoindre l'OTAN. Et tout le monde sait que si l'Ukraine rejoint demain l'OTAN, c'est la possibilité d'une solution diplomatique au conflit entre l'Ukraine et la Russie qui s'évanouit et qui s'évapore. À ce moment-là, sur un vote aussi important, j'ai en face de moi le représentant d'une formation politique qui ne s'est pas opposé, qui n'a pas voté contre, comme nous l'avons fait l'ensemble des députés insoumis, qui n'a pas dit clairement au président de la République non, nous ne sommes pas d'accord avec le fait que des troupes françaises puissent être envoyées en Ukraine. Non, nous ne sommes pas d'accord avec le fait que l'Ukraine puisse rejoindre l'Union européenne. Non, nous ne sommes pas d'accord avec le fait que l'Ukraine rejoigne l'OTAN. Monsieur Chenu, sur un vote aussi important, on n'a pas le droit de se cacher. On n'a pas le droit de bégayer. On doit choisir. On est pour ou on est contre. Moi, j'étais contre. Réponse de Sébastien Chenu. Oui. Je signale juste à ceux qui nous regardent que vous avez un peu de retard en termes de temps de parole. Donc, comme vous êtes probablement contre un soutien à l'Ukraine, parce que finalement, en acceptant de ne pas voter ce traité, ou en tous les cas de ne pas vous abstenir, eh bien, vous avez laissé planer une ambiguïté sur votre soutien à l'Ukraine. Nous, on n'a pas d'ambiguïté là-dessus. Tous nos votes, que ce soit au Parlement européen ou que ce soit à l'Assemblée nationale, lorsqu'il a fallu soutenir l'Ukraine, nous les avons soutenus et nous avons, là encore, souhaité qu'il n'y ait pas d'ambiguïté. Et c'est pour ça qu'on s'est abstenu. Parce que d'abord, on voulait dire à l'Ukraine, nous vous soutenons. Et ce message, non, parce que je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'il y a un peu de nuance. C'est vrai que vous n'avez peut-être pas l'habitude de la nuance. Sur un mais sujet nous comme ça, faut choisir. Non, il y a de la nuance. Nous soutenons l'Ukraine. Il n'y a aucune ambiguïté. Vous avez des ambiguïtés. En revanche, il y a des lignes rouges. En revanche, il y a des lignes rouges. C'est les lignes rouges que pose le président de la République. Ce président sans limite, à qui il faut nous-mêmes mettre des limites que vous n'avez pas mises. Et je vais vous expliquer pourquoi. Nous sommes hostiles à l'Ukraine dans l'OTAN. Nous sommes hostiles à l'Ukraine dans l'Union européenne. Mais lorsqu'il s'agit de voter un accord de libre-échange avec l'Ukraine pour qu'elle inonde notre agriculture de ses produits,
Vos députés européens ont accepté, l'ont voté, mais bien sûr que si. Les députés de LFI ont accepté que l'Ukraine ouvre les vannes et déverse sur notre agriculture ses produits. Vous le savez très bien. Mais Monsieur Bompard, vous inventez des choses, mais comme Monsieur Bardella ne vient jamais au Parlement européen, il n'a pas dû travailler. Monsieur Bompard, entendez ce que je vous dis. Pour info, j'ai essayé de chercher les votes. En fait, le détail exact des votes au Parlement européen pour ça, et j'ai pas trouvé. Je sais pas si vous-même avez une source où on peut voir dans le détail tous les votes qui ont lieu au Parlement européen. J'ai même été voir sur le site du Parlement européen. Et après, il s'avère que les votes de la semaine dernière n'ont pas encore été... Ou alors c'est que ça n'a pas encore été mis parce que ça allait jusqu'au, je sais plus, jusqu'au 20 mars, un truc comme ça. Mais j'ai essayé de chercher le vote exact par groupe au Parlement européen et j'ai pas trouvé. Ça m'a un peu surpris. Mais si vous avez une source pour ça, je suis preneur. Vous avez des ambiguïtés et vous avez un déni du réel. La réalité, un peu comme Emmanuel Macron, je vous disais tout à l'heure, moi je trouve que vous ressemblez avec Emmanuel Macron. Lui, il est dans le déni, il est dans le déni du réel. Il faut dire qu'il vous doit son élection, Emmanuel Macron. C'est quand même grâce à vous qu'il est président. Mais c'est vous qui avez voté 50% de ces textes, s'il vous plaît. Je vais terminer un propos. Emmanuel Macron vous doit son élection. Je me rappelle. Il le doit à Marine Le Pen, celle qui l'a battu au deuxième tour. Monsieur Bompard, laissez-moi m'exprimer. On n'est pas à LFI ici. Mais chacun s'exprime tour à tour. Vous l'avez déjà dit, mais on n'est pas au Rassemblement national. On essaye de ne pas s'interrompre. Monsieur Mélenchon a appelé à ne pas une voix pour Marine Le Pen, vous l'avez fait élire, et aujourd'hui, en réalité, vous avez les mêmes dénis de réalité. Emmanuel Macron... Ok, personnellement, Enfin, je sais pas pourquoi Bompard, j'ai l'impression qu'il a un peu une réticence à dire, ok, effectivement, sur le deuxième tour, on a fait une sorte d'appel de barrage républicain en disant pas une voix pour Marine Le Pen, ce qui logiquement signifie ou bien une abstention ou bien un vote pour Emmanuel Macron. Mais je vois pas pourquoi il y aura un problème à dire, ouais, effectivement, on a préféré qu'Emmanuel Macron soit élu plutôt que Marine Le Pen. Il a un déni de réalité dans le sens où il ne comprend pas que personne ne veut aller faire une guerre dans laquelle nous n'avons pas d'intérêts vitaux. Les Français ne veulent pas, mais l'Union européenne, les pays de l'Union européenne ne veulent pas non plus envoyer d'armées. C'est la raison pour laquelle nous sommes abstenus, parce que nous considérons que nous soutenons l'Ukraine, mais nous mettons cette ligne rouge. Mais vous avez ce déni de réalité, on le retrouve partout, vos ambiguïtés, on l'a, je l'ai dit tout à l'heure sur l'islamisme, on y reviendra, on l'a sur la dette, quand vous dites qu'il ne faut pas évidemment rembourser la dette. Et on essaye de rester sur l'Ukraine. En dehors de la réalité. Eh bien nous sommes complètement dans la réalité. Nous soutenons l'Ukraine et nous donnons des lignes rouges à Emmanuel Macron. Ces lignes rouges, je viens de vous les indiquer. Et ces lignes rouges, elles sont nécessaires parce qu'aujourd'hui, le coût en vie en Ukraine, de vie humaine, et le coût en argent de l'Union européenne que payent les Français, il est bien trop lourd pour pouvoir continuer. Messieurs, pardon, je vous donne la parole, Manuel Bompard, mais à part la question du vote, où effectivement, rappelons que la France Insoumise s'est opposée à cet accord bilatéral, là où le Rassemblement national s'est abstenu. C'est pas un petit sujet. Non, je ne dis pas que c'est un petit sujet. Je rappelle encore une fois, je ne vois pas les différences fondamentales qu'il y a entre vos deux partis sur la question du soutien à l'Ukraine. Puisque, encore une fois, quand on regarde le fond des sujets, vous citiez il y a un instant la question de l'adhésion à l'Union européenne et de l'adhésion à l'OTAN, vous dites la même chose. C'est quoi les différences? Mais d'abord, je vous ai répondu sur un sujet majeur, c'est qu'il ne suffit pas de venir sur un plateau de télévision pour dire je suis pour ci, je suis pour ça. Quand on a l'opportunité de l'exprimer par un vote à l'Assemblée nationale, sur un sujet aussi important, on n'a pas le droit de se cacher. Monsieur Chenu, s'il s'agissait d'un vote seulement pour soutenir l'Ukraine face à l'agression inacceptable de la Russie, il fallait voter pour. Or, si vous n'avez pas voté pour, c'est que vous-même vous acceptez l'idée que ce vote n'était pas sur ce. Ce vote était sur le sujet de savoir si on partageait ou pas la stratégie du président de la République, Emmanuel Macron, vis-à-vis de la guerre entre l'Ukraine et la Russie. Et vous avez fait un choix, vous avez fait le choix de vous cacher et de vous abstenir. Non, de ne pas la partager et de soutenir l'Ukraine. Et de ne pas vous avez fait le choix de ne pas soutenir l'Ukraine. Et de ne pas vous y opposer. Pour le reste, encore une fois, sur ce sujet, vous ne devriez pas venir travailler le terrain des ambiguïtés des uns et des autres. Monsieur Chenu, j'ai retrouvé ce document, c'est un tract qui a été produit en 2022. Alors ça par contre, faut vraiment, je sais pas pourquoi Manu Bompard est venu avec une feuille de papier, on voit vraiment que dalle dessus. La prochaine fois, faut vraiment en fait imprimer ce truc là en couleur, et je pense vraiment, je sais pas, le plus gros format possible imaginable, parce que là on voit vraiment que dalle, je sais pas ce que vous en pensez, mais genre ça fait un peu, remarque c'est un très bon truc pour faire un mime, genre reprendre ça, mettre un truc blanc et faire un mime derrière. Mais à part ça, je trouve pas ça très efficace rhétoriquement d'avoir une page où tu vois rien dessus littéralement. Par Marine Le Pen, dans lequel elle mettait une photo d'elle avec Vladimir Poutine. Vous voyez, vous avez été obligé de les jeter.
ces tracts parce que Vladimir Poutine a déclenché la guerre contre l'Ukraine et les tracts étaient déjà imprimés. Ça, par ça, c'est vrai. Je crois pas que j'ai fait un fact-checking pour ça, mais enfin, en faisant des recherches, j'ai trouvé que c'était vrai. Si, il y a plusieurs trucs qu'on peut dire par rapport à ça, effectivement, sur les ambiguïtés avec la Russie et Vladimir Poutine. Vous pouvez facilement trouver plein de choses qui parlent de ça. Il y avait la commission d'enquête parlementaire sur les ingérences étrangères dans la politique française, voilà, où le Rassemblement national était accusé d'être la courroie de transmission de Vladimir Poutine. Effectivement, avec Marine Le Pen qui avait notamment contracté un prêt de 9 millions d'euros auprès d'une banque russe, et dont le remboursement avait été facilité, on va dire, par ses affinités avec le gouvernement russe. Et puis il y avait aussi, je sais pas si vous avez vu ce petit extrait-là. Un coup d'État. Je crois que c'était en 2017. Marine Le Pen a annoncé que en fait la Crimée était russe et que c'était pas une invasion de la Crimée par la Russie. Je sais pas si vous avez vu ce passage, c'était une interview pour CNN. Il y a eu... Et donc juste pour dire que Marine Le Pen en 2017 niait littéralement l'annexion de la Crimée par la Russie. Ce qui en termes d'ambiguïté par rapport au gouvernement russe et à Vladimir Poutine se place quand même là par rapport à la France Insoumise et Emmanuel Bompard. Mais j'espère que ça vous a pas coûté trop cher. Donc si vous voulez travailler la question des ambiguïtés, je vais vous dire quelque chose de très clair et je suis presque surpris que Bompard l'ait pas assis. Peut-être qu'il le dit après, je crois pas, mais... de très simple. Moi, mes amis en Russie, Monsieur Chenu, ils sont soit en prison, soit ils ont dû quitter la Russie. Et d'ailleurs, on en a accueilli, nous, la France Insoumise, on en a accueilli certains ici. Ce sont des militants socialistes opposés à la guerre. Ça, c'est mes amis, à moi, en Russie. Vous, vos amis en Russie, c'est ceux qui sont au pouvoir. Ils ont financé votre campagne électorale et avant que le déclenchement de la guerre, vous vouliez faire une campagne en vous revendiquant de leur soutien. Donc, sur ce terrain-là aussi, des ambiguïtés des uns et des autres, vraiment, je vous recommande de ne pas y revenir à nouveau. Je vais vous faire une confidence, Monsieur Bompard. Dites-moi. Nous avons probablement beaucoup moins de liens avec la Russie de Vladimir Poutine que vous avec les islamistes. Probablement beaucoup moins. Et On revient sur la question de l'islamisme de la part de Chenu. Vous voulez qu'on reparle de vos liens avec les islamistes? C'est pas exactement le sujet. Et on revient par ailleurs sur les accusations de Chenu, qui sont pas en fait démontrées empiriquement d'aucune façon. On a Bompard qui parle d'ambiguïté et qui donne des exemples. On a Chenu qui dit vous avez un lien avec l'islamisme, mais vous remarquerez que Chenu est pas venu avec une petite feuille en papier avec une preuve dessus ou un truc comme ça. Et puis voilà, il donne pas d'informations empiriquement vérifiables qui pourraient démontrer qu'effectivement il y a un lien particulier entre des terroristes de l'État islamique ou de Daesh ou je sais pas quoi et la France Insoumise. Sujet, Sébastien Chenu. Non, mais tout ça. Manuel Bompard vous pose la question. Oui, non, mais attendez. Il a existé ce tract, Quand vous parlez des opposants russes, vous parlez aussi de M. Navalny que vous qualifiez d'extrémiste, que Jean-Luc Mélenchon qualifiait d'extrémiste infréquentable. Vous parliez de M. Navalny? Non, je vous parle avez de M. Sakhnine, effectivement que vous connaissez peut-être pas, qui est socialiste contre la guerre. Oui, qui doit pas aujourd'hui faire beaucoup d'éclat parce que visiblement on ne l'entend pas beaucoup. Mais M. Bompard, il a dû quitter le pays, monsieur. Oui, c'est ce que je dis. Au courant. Il est plus là-bas, on ne l'entend pas beaucoup. Justement, on pourrait peut-être donner un peu de voix. Monsieur Bompard, oui, vous avez des ambiguïtés. Oui, évidemment, quand vous êtes. Il suffit pas de dire des choses. Et là, j'ai envie de dire, c'est typiquement ce qu'on pourrait appeler on va dire en rhétorique, un argument fallacieux du type ad nauseam, argumentum ad nauseam, c'est-à-dire c'est répéter une affirmation inlassablement, continuellement, la répéter comme si elle était vraie, de manière à ce que tout le monde finisse par penser qu'elle est vraie, alors qu'à aucun moment elle a été démontrée. Là, c'est typiquement ce qu'il fait. Il dit, vous avez une ambiguïté avec les terroristes islamiques. Depuis tout à l'heure, il a donné aucune information, aucune donnée empirique par rapport à ça, et continue. Et là, il reprend ça en disant, oui, vous avez des ambiguïtés, et on sait toujours pas en fait exactement de quoi il s'agit. Et démontrer. Mais je les démontre si vous me laissez m'exprimer. Ne soyez pas totalitaire, ne soyez pas brutal dans votre mode d'expression. Pour l'instant, je n'entends pas d'argument. C'est une façon de pouvoir essayer de vous démarquer. Vous avez des ambiguïtés, je les ai démontrées. Vous ne soutenez pas Et là, voilà. Typiquement, on a Manuel Bompard qui dit démontrez-le, allez-y. Et l'autre dit ok, je vais le démontrer. Je l'ai démontré et il repart sur Navalny. En fait, ça crève les yeux qu'il est simplement en train de faire un truc ad nauseam, de répéter inlassablement qu'il y a des ambiguïtés, sans jamais démontrer. Et voilà, c'est. Même après que Bompard lui dit allez-y, démontrez-le, lui dit je vais le démontrer et je l'ai démontré. Je l'ai démontré. Vous ne soutenez pas l'agriculture française, je l'ai démontré dans ce que vous votez. Et aujourd'hui, vous venez nous dire que vous êtes des artisans de paix quand vous passez le temps à diviser. Est-ce que vous êtes pour l'Europe de la défense? Non. Non. Ah bah Monsieur Ruffin vient de dire oui dans le journal cette semaine. Non, je crois que vous avez mal lu. Monsieur Bompard. Je crois que vous avez mal lu. Il a dit précisément dans l'interview que vous citez qu'il était contre l'Europe de la défense, mais Monsieur Bompard, ça ne sera pas la première fois que vous ne savez pas de quoi vous parlez, Monsieur Chenu. Monsieur Bompard, visiblement, toutes ces ambiguïtés, vous les faites vivre parce que vous ne savez pas où vous allez et parce qu'en réalité, vous avez probablement une fascination pour un certain nombre de régimes sur la planète qui sont des régimes autoritaires que vous voudriez
importer ici. Nous n'avons pas ces fascinations. Nous sommes des gens pragmatiques. Là, on reste encore une fois sur un paquet. Ça fait marrer parce qu'il y a Bompard qui ressort la feuille avec une tête de. Nous considérons que... En mode je me fous de ta gueule. Ça, c'est quand même assez marrant de la part de Bompard, mais. J'avais oublié qu'il faisait ça d'ailleurs. Mais on voit du coup Chenu qui continue à faire des accusations sans les démontrer. 1. Il faut soutenir l'Ukraine. Vous l'avez vu, 2. ce petit tract Mettre des limites à Emmanuel Macron, car, je vous le rappelle, c'est encore Emmanuel Macron qui aujourd'hui préside le pays, et c'est à lui qu'il faut mettre des limites, monsieur Bompard. On en est Et d'accord. on aimerait que vous ne le fassiez pas élire. Alors, ceci étant dit, il y a quand même un truc à dire. J'ai quand même été vérifier vite fait ce que disait Ruffin. En fait, Ruffin, par rapport à la question d'Europe, de la défense, il a fait effectivement une interview dans Le Monde. Alors, malheureusement, c'est pas en libre accès. Et là, apparemment, c'est là où il développe sur la question de l'Europe, de la défense et de sa position. Et apparemment, Bompard va l'expliquer après. Non, même pas, je crois que c'est le journaliste de BFM qui l'explique. Effectivement, il y a on va dire une nuance par rapport à ça. Ceci étant dit, moi, quand je suis tombé à la base sur un tweet de François Ruffin parle d'Europe de la défense. Attendez. Où est-ce qu'il dit ça? Face à la Russie de Vladimir Poutine, menacée pour la paix et la sécurité internationale, la France et l'Europe doivent-elles bâtir leur défense? Oui. Donc c'est vrai que si par rapport en termes de communication, pour être tout à fait honnête, si on tombe sur un tweet comme ça, on pourrait dire ah oui, donc François Ruffin il est pour une Europe de la défense. Enfin moi ça me semble raisonnable par rapport à un tweet comme ça. Alors il s'avère qu'effectivement après dans l'interview du Monde, il donne des nuances par rapport à ça. Que vous nous aidiez Mais je à n'ai mettre jamais des limites. fait élire. Je n'ai jamais appelé à voter pour Emmanuel Macron. Mais par Vous l'avez contre, aidé. ce que je sais, c'est que depuis 2022, à l'Assemblée nationale, quand sur les textes qui sont proposés par le gouvernement, vous pourrez regarder les statistiques, 50% des textes proposés par le gouvernement, vous les avez votés. Mais monsieur Donc, Bompard, et alors, non s'il vous seulement plaît. je n'ai Ça j'avoue que j'ai pas été fact-checké. Donc pas fait élire Emmanuel Macron. Manuel Moi, je ne Bompard, soutiens pas sa politique, Sébastien je Chenu. la combat. Non, s'il vous plaît, messieurs, Non, mais s'il je vous dis un plaît. mot, je dis un mot. Non, attendez, juste s'il vous plaît, c'est un débat intéressant. Simplement là, on parle des européennes. Ah. Pour revenir sur cette question des ambiguïtés des uns et des autres, il y a des déclarations de Jean-Luc Mélenchon sur Alexei Navalny qui Mais n'étaient encore pas une fois, franchement. Attendez, non, mais si je vous précise. voulez débattre Non, pas du avec tout. moi, on se retrouve la semaine prochaine. Est-ce que je peux terminer? Et je précise sur Sébastien Chenu que le Rassemblement national, quand il s'agissait de voter des résolutions au Parlement européen pour condamner la répression d'Alexei Navalny, le Rassemblement national ne les votait pas. Ça, c'est pour les faits et pour que ceux qui nous regardent aient en quelque sorte les idées claires. Que monsieur Bompard, qui donne des leçons, en réalité, il a beaucoup à se reprocher. Je fais état de vos votes. Et vous faites état de nos votes, mais je vais même vous dire, on a même voté des textes et des propositions de la France insoumise, quand on pensait que ça pouvait aller dans le bon sens. Et on a même voté des motions de censure ensemble, monsieur Bompard. Oui, mais... Alors vous savez, vous pouvez vous jouer les vierges effarouchées. Des textes des macronistes. Nous avons voté... Ça, c'est une réalité chiffrée. On a voté des choses ensemble, vous et moi. Oui, on a même voté des motions de censure. Donc, monsieur Bompard, on s'éloigne de ça. Au-delà de ça, messieurs, s'il vous plaît, pas tous en même temps. Regardez plutôt le fond des choses. Regardez là où on souhaite emmener le pays. Vous savez, nous, on n'est pas des gens sectaires. On considère que notre pays a besoin de solutions. On considère qu'il n'y a pas besoin de leçons de morale. On considère que oui, on peut amener les gens à une autre politique parce que celle d'Emmanuel Macron nous fait beaucoup de tort. Je vous ai dit, mais s'il vous plaît, pas tous en même temps. Monsieur Bompard, Sébastien Chenu termine et ensuite Emmanuel Macron à l'Élysée, on ne serait pas là, essayer de trouver des limites à ce président sans limite qui nous emmène sur le chemin de la guerre. Et là encore, on aimerait vous entendre davantage. Pour terminer sur l'Ukraine, j'aimerais vous poser à tous les deux une question assez simple. Ce qui a été acté en Conseil européen à la fin de la semaine, c'est non seulement d'utiliser les intérêts des avoirs russes qui ont été gelés pour aider l'Ukraine encore davantage, et de continuer à livrer davantage d'armes, davantage d'obus. Sur ce sujet-là, quelle est votre position à tous les deux? Manuel Bompard. Pour être très clair, utiliser les avoirs, les intérêts des avoirs, pourquoi pas? Utiliser les avoirs eux-mêmes, j'y suis opposé parce que ce serait une violation du droit international. Et j'ai entendu d'ailleurs M. Bardella, la tête de liste de M. Chenu aux élections européennes, pas faire la différence entre les deux. Donc je vous informe peut-être. Comme vous venez de le faire en fait. Oui, exactement, je viens de faire la différence entre les deux. Et je vous invite peut-être à informer M. Bardella que la saisine des avoirs est une violation du droit international et que ça pousserait sans doute à des mesures de réciprocité de la part du pouvoir russe qui serait extrêmement dangereuse, je crois, pour les intérêts français en Russie. Pour le reste, Monsieur Chenu, je vous le dis franchement et sincèrement, vous pouvez essayer d'aller chercher je ne sais quelle position, je ne sais quel vote que vous auriez fait sur tel ou tel texte. Vous me parlez de nos votes. Mais il y a un sujet. Mais bien sûr, mais j'ai aucun problème sur ce sujet. Mais il y a quelque chose que vous n'arriverez pas à masquer aujourd'hui. C'est que vous aviez la possibilité de dire non à la guerre, de dire oui à la paix, de dire non à l'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne, de dire non à l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN. Et c'est pas le choix que vous avez fait. Ça, on vous a entendu là-dessus. Ma question, Manuel Bompard, était sur la question d'un soutien accru à l'Ukraine en termes d'envoi d'armes et d'obus. J'ai toujours été, depuis le début, favorable à l'idée qu'il fallait aider
l'Ukraine à se défendre à partir du moment où d'abord on était informé à l'Assemblée nationale, au Parlement de ces sujets. Deuxièmement, à partir du moment où ça n'empêchait pas, où ça n'obérait pas les capacités de la France à se défendre. Et troisièmement, à partir du moment où ces livraisons d'armes ne permettaient pas de frapper le sol russe en profondeur pour ne pas devenir co-belligérant. C'est notre position constante depuis le début, elle reste la même aujourd'hui. Mais je dis que la voie militaire est une impasse et qu'il faut créer le plus rapidement possible les conditions d'une sortie par la voie diplomatique et d'un accord de paix. Là-dessus, Sébastien Chenu. Oui, moi je suis pour qu'on puisse effectivement utiliser les 3 milliards d'intérêts d'actifs russes. Je pense que ça fait partie des choses qu'on doit faire. Je suis pour qu'on puisse aider l'Ukraine, des missiles en... Petit point perso ici, je sais pas comment tu négocies un accord de paix avec Vladimir Poutine qui ne laisse pas en fait l'Ukraine comme territoire russe. Vraiment, je sais pas comment tu négocies avec quelqu'un comme Poutine. Anti-char, qu'on lui donne des moyens de tenir le front, parce que je pense qu'il faut que l'Ukraine arrive à la table des négociations aussi, un jour ou l'autre pour tenir le front, les intérêts des actifs, je viens de vous dire. Je pense que vous ne faites pas toujours bien la différence. Et je suis pour qu'il y ait vis-à-vis de la Russie des sanctions qui soient efficaces, parce que ce que je vois aujourd'hui, c'est que les sanctions vis-à-vis de la Russie, Bruno Le Maire nous disait, on va faire écrouler l'économie russe. Elles sont pas efficaces. L'économie russe se porte pas trop mal et les Français payent très cher ces sanctions. Et puis, je suis contre le projet d'Emmanuel Macron d'un emprunt européen qu'il porte actuellement. Je ne sais pas quel est votre avis, Monsieur Bompard, sur ce projet d'emprunt. Nous y sommes très hostiles à cet emprunt européen et je crois que nous ne sommes pas les seuls. L'Allemagne y est hostile, la Suède y est hostile. Je ne sais pas si la LFI y est hostile, puisque maintenant que vous voulez une Europe de la défense, vous voulez peut-être aussi un emprunt commun. Mais vous allez me répondre. On ne veut pas d'Europe de la défense, d'abord. Vous voulez un emprunt commun? Non, mais attendez, parce que là, vous m'attribuez d'abord une position qui n'est pas celle la de mienne. vos amis, de vos amis. Non, mais mes amis comme moi ont toujours voté contre l'Europe de la défense à partir du moment où l'Europe de la défense était contenue dans l'OTAN. Et en lien avec l'OTAN. Mais non, mais pas du tout. Mais c'est parce que vous avez mal lu, monsieur. Lisez la presse ce week-end, appelez les personnes qui vous ont fait les fiches et dites-leur de vous envoyer la deuxième, un journal, comme tous les Français. Vous envoyer la deuxième partie. Et avec vous, c'est jamais, c'est drôle, vous assumez jamais rien dans ce que disent vos amis. On va voir. Ouais, dans ce que disent vos... Là, pour info, je fais pas de fact-check, mais ça va être mentionné par le journaliste. On va le mettre sur les réseaux sociaux. Et puis les gens qui nous écoutent le verront et vous verrez que vous avez tort. Bien sûr. Sébastien Chenu vous interpellait sur la question de l'emprunt à l'échelle européenne en vous demandant si vous y étiez favorable. Le Rassemblement national y est défavorable. Non, mais moi, il y a un budget de l'Union européenne dans lequel la France est contributrice nette, d'ailleurs. Et je pense que ce budget de l'Union européenne, on en parlera peut-être pendant la campagne des élections européennes. Ce n'est pas normal qu'un certain nombre de pays membres de l'Union européenne bénéficient de rabais aujourd'hui dans le budget de l'Union européenne. Je ne suis pas favorable à ce qu'on aille débloquer de nouveaux financements. On finance déjà un budget de l'Union européenne. Parce que je vous entends pleurnicher, M. Bompard, du soir au matin, pour dire que vous voulez faire une liste avec M. Glucksmann, le PS, avec les pires fédéralistes que sont les Verts. J'ai jamais proposé de faire une liste avec M. Glucksmann. Vous proposez du soir au matin de refaire la NUPES pour les européennes, de pleurnicher pour faire ça, mais en fait, eux proposent un emprunt européen. Ah ben, je suis pas d'accord avec eux. Vous êtes prêts... Ah, d'accord, donc vous voulez faire des listes avec les gens avec lesquels vous n'êtes pas d'accord. Mais pas du tout, Vous faites la NUPES avec des gens avec lesquels vous n'êtes pas d'accord. Vous voyez, monsieur Chenu, vous en avez des ambiguïtés. Vous venez sur un terrain qui est dangereux. Ah, merci pour le réabonnement, Tequila. Vous en avez des ambiguïtés. Parce que si vous voulez qu'on parle des votes de vos collègues... Non, attendez, on va en parler. De vos collègues au Parlement européen avec lesquels vous siégez dans le même groupe, le groupe Identité et Démocratie au Parlement européen. Vos collègues qui votent en faveur des accords de libre-échange. On va en parler tout à l'heure. Vos collègues votent en faveur des accords avec la Nouvelle-Zélande. Vos collègues allemands. Vous voulez qu'on parle de vos collègues allemands? Ok, alors ça, du coup, encore une fois, j'ai pas trouvé le décompte exact des votes au Parlement européen. Ceci étant dit, j'ai effectivement trouvé un article. Est-ce que j'ai cet article? Je peux peut-être le retrouver à la rigueur, mais où effectivement, c'est pas forcément le Rassemblement national qui a voté pour les accords de libre-échange, par exemple, avec la Nouvelle-Zélande, mais ce sont effectivement les membres du groupe, parce que, comme vous savez, au Parlement européen, c'est des groupes qui concentrent plusieurs partis nationaux, et effectivement, dans le groupe des conservateurs dans lequel se trouve le Rassemblement national, leurs collègues, effectivement, ont voté pour les accords de libre-échange, et je crois que les gens du Rassemblement national se sont abstenus, si je dis pas de bêtises. Qui ont été pris la main dans le sac à la fin de l'année dernière, avec un projet de remise. Pas tous en même temps. Manuel Bompard termine. On va parler de vos alliés. Vous allez Sébastien Chenu. Manuel Bompard termine. Et ensuite, c'est à vous mettre sous la table. Je crois pas. Je crois pas que je vais mettre sur la table, mais sous la table. Mais ni sur ni sous, monsieur. On essaye de rester autour. Merci pour le follow. J'ai pas vu Fred. Merci pour le follow.
de la table. Vous êtes Manuel Bompard venu termine et ensuite me c'est parler Sébastien des alliés ou je ne sais quoi. Non, de mais manière voilà, vous complètement nous racontez mensongère. n'importe quoi. Moi, je vous parle de vos alliés. Vous voulez qu'on parle de vos alliés en Hongrie et en Pologne? Monsieur Bompard, ne vous énervez Mais je pas. n'ose pas le ton. Je dis simplement une chose très claire. Mettre la Monsieur vérité Bompard, sur ce que je vous dis une êtes. chose très claire, c'est que vous racontez aux Français que vous faire des grandes alliances de gauche, que vous allez la possibilité d'avoir une majorité, que la gauche doit tourner autour de vous. Et vous voulez faire sur ces alliances avec des gens qui pensent l'inverse et qui veulent nous entraîner dans une logique, puisqu'ils sont devant vous d'ailleurs dans les sondages, dans une logique d'emprunt européen. Mais pas du Donc tout. vous voyez, monsieur Bompard, au lieu de raconter n'importe quoi aux Français, et aux Français de gauche en particulier, de leur dire que vous allez changer les choses, en réalité, partout où vous avez été au pouvoir avec vos amis, que ce soit Syriza, que ce soit Podemos, etc., vous vous êtes alignés sur les positions sociales libérales de vos alliés. Et partout, assumer le pouvoir. Partout, messieurs, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Là, De prévoir Sébastien Chenu. vous vous êtes planté et vous avez lâché le peuple. Monsieur Chenu dit bien évidemment n'importe quoi, mais on aura l'occasion, je pense, d'y revenir. Vous avez lâché et on va passer. Vous dites Messieurs, s'il vous plaît. Monsieur Chenu, mais on parlera de vos alliés européens qui proposent de renvoyer sur leur pays d'origine des gens qui ont la nationalité allemande. On en parlera. On va passer dans un instant à la situation au Proche-Orient. Juste, vous évoquiez tout à l'heure l'interview de François Ruffin. On l'a retrouvé, interview donnée au Monde. Ouais. Voilà ce que dit François Ruffin. Bâtir en Europe notre propre sécurité, notre dissuasion. La France qui a conservé son armée et qui a encore une vision stratégique, le seul pays de l'Union européenne à disposer à la fois de l'arme nucléaire et d'un siège au Conseil de sécurité, peut être le moteur de cette défense pour l'Europe. Attention, il ne s'agit pas d'une Europe de la défense qui suppose une politique étrangère commune avec une vision du monde partagée. On en est très loin, que l'on commence tout bêtement par l'industrie de guerre. Tout le monde a vu. Ça, j'aime tellement le regard pétillant de Bompard quand il dit « Et voilà !» C'est quand même marrant. Voilà le moteur d'une défense pour l'Europe. Et en fait, vous avez, mais vous le savez, vous avez une nuance d'appréciation avec M. Ruffin dans votre mouvement. Et c'est ce que ça dit, cette interview. Et d'ailleurs, M. Ruffin ne l'aurait pas faite s'il n'avait pas autre chose de différent à dire que vous. On passe à autre chose. Ça fait 10 minutes pour clarifier quelque chose, on vient de vous faire la preuve que c'était faux. Sébastien Chenu, je le disais il y a un instant, autre sujet sur l'international, la situation à Gaza. Une résolution des États-Unis qui demandait un cessez-le-feu et la libération des otages a été rejetée par le Conseil de sécurité de l'ONU. Benjamin Netanyahou, le Premier ministre israélien, a redit sa volonté d'une offensive dans le sud de la bande de Gaza, à Rafah. Au Rassemblement national, on vous entend assez peu sur la situation à Gaza. Est-ce que vous soutenez cette demande de cessez-le-feu dans la bande de Gaza? Moi, je souhaite un cessez-le-feu si c'est pour des raisons humanitaires, si c'est pour libérer des otages. Et moi, je veux d'abord penser aux otages français qui sont là-bas, Ohad, Ofer et Orion, parce que évidemment c'est pas vous qui le ferez, puisque jamais vous ne pensez à eux, jamais dans vos meetings vous n'avez une pensée pour les otages, ni même les otages israéliens, jamais une seule fois vous n'avez, que ce soit votre meeting à Villepinte, jamais vous n'avez une pensée pour les otages, ni même à l'Assemblée nationale. Donc moi je veux commencer par dire qu'effectivement un cessez-le-feu pour permettre aux otages d'être libérés, oui, pour des raisons humanitaires, oui. En revanche, un cessez-le-feu qui arrêterait aujourd'hui un conflit et qui laisserait le Hamas se réarmer, non, évidemment, ce n'est pas possible et ce n'est pas la logique. Vous avez choisi, M. Bompard, de mettre Gaza, vous l'avez dit, au centre de l'élection européenne. Pourtant, le conflit Gaza-Israël... Juste pour info, juste un petit fact-checking, c'est que Chenu affirme qu'il n'y a jamais eu de pensée pour les otages de la part de la France Insoumise. J'ai fait quelques recherches pour voir si la France Insoumise avait parlé des otages et il y a plusieurs résultats. Il y a la lettre de Manuel Bompard à Emmanuel Macron qui date d'octobre 2023. Ok, et attendez, on va faire la recherche otages. Et il a parlé des otages. La France compte 30 victimes et parmi elles plusieurs otages. Celle qui prend position pour un accord, donc il parle de la position de la France Insoumise. Celle qui prend position pour un accord de cessez-le-feu immédiat en proposant comme préalable la libération des otages détenus par le Hamas et la levée du blocus de Gaza par le gouvernement israélien. Ok, donc on a un exemple, un premier exemple qui montre que Chenu raconte de la merde. Il y avait Clémentine Autain qui était passée sur BFM et qui avait dit « Nous réclamons un cessez-le-feu et la libération des otages ». C'était en novembre 2023. On a Éric Coquerel qui demandait un cessez-le-feu et la libération des otages en février 2024 du coup. On a Jean-Luc Mélenchon qui avait dit en octobre 2023 « La France doit agir maintenant pour le cessez-le-feu et la libération des otages du Hamas et de Gaza ». Voilà, donc on a plusieurs exemples qui montrent qu'effectivement la France Insoumise a à plusieurs reprises parlé des otages, demandé la libération des otages. Voilà. Donc Chenu, gros mytho encore une fois. N'est pas central dans cette élection européenne, vous le savez très bien, et on comprend pourquoi, mais on en parlera. Cette élection européenne, on va parler de la dette, on va parler de l'immigration, on va parler de l'énergie, on va parler de l'agriculture, on peut parler de beaucoup de choses. Vous avez choisi de mettre le conflit
israélo-palestinien, d'importer le conflit israélo-palestinien au cœur de cette campagne européenne. C'est un conflit important, mais la réalité, c'est tout à l'heure, je vous ai dit, j'espère que, en parlant de la lutte contre l'islamisme, je ne vais pas vous faire saigner les oreilles. Ben là, j'espère que vous n'allez pas avoir mal aux yeux, parce que vos clins d'œil à un électorat communautarisé, sensible à l'islamisme le plus radical, commencent à se voir partout. Et moi, je vais vous dire, parce que là aussi, c'est même pas une ambiguïté, Monsieur Bompard. En réalité, depuis un certain temps, vous utilisez ce conflit mondial, ce conflit douloureux dans lequel Israël a laissé beaucoup de vies humaines, eh bien, vous l'utilisez pour faire des clins d'œil à des islamistes. Moi, je vous reprocherai jamais de défendre une certaine idée du nationalisme palestinien et de défendre des Palestiniens. Ce que je vous reproche, Monsieur Bompard, c'est de faire des clins d'œil à des islamistes, et vous utilisez ce débat-là pour faire des clins d'œil pour des raisons électorales, pour des raisons électoralistes à des islamistes. Réponse de Manuel Bompard. Ok, juste pour info, vous remarquez encore une fois qu'il y a un paquet d'accusations qui sont mises sur la table par Sébastien Chenu envers Manuel Bompard et envers la France Insoumise, on va dire. Mais il n'y a toujours aucun exemple concret qui est donné. On est toujours dans de l'ad nauseam depuis le début de dire vous avez des ambiguïtés avec l'islamisme radical, avec le terrorisme, etc., l'État islamique, tout ça. Oui, vous avez des ambiguïtés. Vous faites des clins d'œil à ces gens-là. Il n'y a toujours aucun exemple concret de données, aucune donnée empirique. Il n'y a rien de vérifiable qui permettent d'étayer les propos de Sébastien Chenu. C'est une honte ce que vous êtes en train de dire. Il est mort à Gaza depuis 4 mois, plus de 30 000 personnes. Il y a eu plus d'enfants morts à Gaza en 4 mois qu'en 4 ans dans l'ensemble des conflits internationaux. Ça, pour info, j'ai fait un fact-checking aussi, j'avais trouvé. Je pense qu'il fait référence. Il y a un article du Monde qui a été publié en mars, là. En fait ce mois-ci du coup. Et je pense qu'il fait référence du coup à mon avis à l'article du Monde. Gaza, plus d'enfants ont été tués dans la bande de Gaza en 4 mois qu'en 4 ans de guerre dans le monde entier, alerte l'ONU. Selon les chiffres du ministère de la Santé de la bande de Gaza administrée par le Hamas, plus de 12 300 enfants sont morts sur le territoire palestinien entre octobre et la fin du mois de février. Les chiffres ont été... j'ai aussi checké que les chiffres avaient été confirmés par l'UNICEF. C'est à peu près les mêmes. Je crois que c'est un tout petit peu moins, mais c'est dans les... quasiment pareil. Donc Philippe Lazzarini fait référence dans un message sur X aux chiffres des Nations Unies, selon lesquels 12 193 enfants ont été tués dans des conflits dans le monde entre 2019 et 2022. Tandis que dans la bande de Gaza, on fait état de plus de 12 300 morts sur les territoires palestiniens entre octobre et la fin du mois de février. Et c'est le devoir de la France, pas au nom de son soutien à un tel ou à une telle, c'est le devoir de la France de ne pas laisser faire. Tout à l'heure, vous m'interrogiez sur l'idée que je me faisais de la France. L'idée que je me fais de la France, Monsieur Chenu, c'est une puissance qui, au niveau international, est capable de se mobiliser pour défendre les droits humains, quelle que soit la nationalité, ou la religion, ou la couleur de peau des personnes qui sont menacées de violation des droits humains. Le devoir de la France, c'est de porter une parole non alignée. Le devoir de la France, c'est de demander le respect du droit international, de demander le respect du droit international en Ukraine, quand la Russie viole le droit international en attaquant l'Ukraine, mais de demander aussi le respect du droit international à Gaza, quand l'armée israélienne commet aujourd'hui ce que les autorités internationales appellent crime de guerre, et parfois pour certaines d'entre elles, c'est le cas de la Cour internationale de justice, appellent risque plausible de génocide. Et vous fermez les yeux sur le génocide en cours à Gaza. Vous n'êtes pas capable, vous n'avez pas été capable jusqu'à ce soir de prononcer ce mot simple, cessez-le-feu. Il faut que les hostilités s'arrêtent. Vous êtes ce soir en train de dire un cessez-le-feu pour ça, peut-être un cessez-le-feu pour sinon. Vous m'avez parlé des otages à juste titre. La question des otages est une préoccupation que je partage et que je partage depuis le premier jour, contrairement à ce que vous avez dit tout à l'heure. À quel moment on a réussi à libérer des otages qui étaient détenus par le Hamas? Au moment où il y a eu une première trêve au mois de décembre. On a libéré à l'époque plus de 100 otages en les échangeant contre des prisonniers politiques palestiniens. Donc oui, bien sûr qu'il faut un cessez-le-feu immédiat et inconditionnel. Et la France doit agir beaucoup plus qu'elle ne le fait aujourd'hui. Monsieur Chenu, vous avez dit tout à l'heure qu'il faut des sanctions efficaces contre la Russie. Est-ce que vous êtes d'accord pour dire qu'il faut sanctionner le gouvernement de monsieur Netanyahou qui commet à Gaza des crimes de guerre, voire peut-être des crimes contre l'humanité? Est-ce que vous êtes d'accord pour dire qu'on arrête de livrer des armes, nous la France, à l'armée israélienne qui commet ces crimes de guerre? Ou est-ce que pour vous, il y a des crimes de guerre qu'on condamne, ou quand ça frappe des populations arabes ou musulmanes, on les condamne pas? Et comment en Israël on lutte contre le Hezbollah au nord du pays si on arrête de les aider militairement? Le Hezbollah, c'est au Liban, hein. Je sais pas si vous êtes au courant. C'est donc au nord. Donc comment ils vont se débrouiller? Comment ils vont se débrouiller? Pour info, j'ai pas préparé de source pour ça, mais j'ai checké un petit peu la question de le fait qu'on fournisse des armes à Israël. Et d'après ce que j'ai trouvé, ce qu'on fournit, c'est pas des armes offensives,
mais des armes défensives pour ce qu'ils appellent le dôme de fer, donc la protection sur des envois de missiles par exemple. Mais j'ai trouvé aucune source qui permet de corroborer le fait qu'on enverrait des armes offensives à Israël par contre. Et pour lutter contre les attaques terroristes, pour ce qui se passe en Cisjordanie. Monsieur Bompard, vous venez de révéler votre vrai visage. En réalité, vous faites la leçon à la terre entière, vous prenez ce conflit difficile israélo-palestinien pour flatter ici bassement un électorat à qui vous faites des clins d'œil. Monsieur Bompard, vous n'avez jamais été capable d'avoir un mot sur les otages. Monsieur Bompard, est-ce que ce soir... Ça, pour la question des otages, je vous ai démontré il y a 3 minutes que c'était absolument faux, et que à la fois Bompard, à la fois Mélenchon, à la fois Coquerel, à la fois Clémentine Autain avaient demandé la libération des otages plusieurs fois. Vous allez dire que ce qui s'est passé à Sciences Po était honteux d'avoir refusé à des élèves, je parle des élèves présumés juifs d'entrer dans une salle. Est-ce que vous allez ce soir dire à mademoiselle Emma Rafovitch, la présidente des jeunes socialistes, qui dit qu'elle est insultée, harcelée par des gens de LFI, par la LFI-sphère du matin au soir, pour la raison toute simple qu'elle soit juive. Est-ce que vous allez ce soir avoir un mot pour les femmes violées en Israël au mois d'octobre, ou est-ce que vous allez continuer à dire que tout ça n'existe pas, que tout ça n'a pas de lien avec vous? Est-ce que vous allez encore nous dire que vous êtes pour un État, pour 2 États? Vous êtes pour 2 États? Monsieur. Alors, monsieur Chenu. Non, mais vous êtes pour 2 États. Mais bien sûr. Sur Madame Rafovitch, sur Sciences Po. J'ai déjà répondu en fait. Mais alors, prenons la dernière, Manuel Bompard. Sur la question de la solution à 2 États. Mais moi, je suis pour l'application pleine et entière du droit international, c'est-à-dire les résolutions de 1967, donc la solution à 2 États, monsieur. Alors, monsieur Bompard, vous mentez. Mais non, je ne mens pas. Ça, juste pour info, le fait qu'ils veulent une solution à 2 États, effectivement, c'est un truc qu'ils mettent en avant depuis quelques temps. J'ai trouvé plusieurs trucs. On voit dès 2018... Enfin là j'ai pris un exemple de 2018, mais il y en a même probablement auparavant. Palestine-Israël, la France insoumise en 2018, l'État français doit assumer sa position d'une solution à 2 États. Donc comme en 2018 la France insoumise est pour une solution à 2 États. 2023, conflit israélo-palestinien, notre position pour une paix juste et durable. Attendez. Dans son programme L'avenir en commun, elle défend l'application pleine et entière des résolutions de l'Organisme des Nations Unies, le soutien à l'ensemble des initiatives diplomatiques à même d'obtenir la reprise des pourparlers, etc. Et ainsi concrétiser la vision des 2 États vivant souverainement côte à côte dans la paix et la sécurité sur la base des frontières de 1967. Donc c'est pas nouveau que la France insoumise prône une solution à 2 États. Il y a effectivement Jean-Luc Mélenchon qu'on a parlé plusieurs fois sur Twitter, et ainsi que d'autres personnes de la France insoumise. Voilà. J'ai toujours défendu la même position, mais là aussi vous avez peut-être des fiches. Soyez honnête, monsieur. Attendez, laissez-moi répondre à toutes vos questions, parce qu'après vous allez me dire que je n'y réponds pas, monsieur Chenu, parce que moi, contrairement à vous, je n'ai pas d'indignation à géométrie variable, je n'ai pas de double langage et je n'ai pas de double discours. Il y a eu, selon une commission de l'ONU, des femmes qui ont été violées dans les actions commises le 7 octobre. Je condamne ces violences sexuelles par le Hamas. Qui est quoi, le Hamas? Qui est un groupe dont le mode opératoire est terroriste, c'est une évidence. Non, qui est terroriste, dites tout simplement. Monsieur Chenu, écoutez, dites le Hamas est terroriste. C'est moi qui ai la parole pour l'instant, c'est pas vous. C'est pas une périphrase. C'est pas une périphrase. Vous voulez pas le dire ça, le Hamas est terroriste? Mais je vous ai dit que le Hamas avait un mode d'opérateur terroriste. Non, dites que le Hamas est un groupe terroriste. Mais je dis exactement ce que je veux, c'est pas vous qui me dictez mes mots. Et vous continuez à dire que le Hamas n'est pas terroriste. Attendez, vous m'avez posé plusieurs questions. Donc vous m'avez parlé des crimes sexuels commis le 7 octobre. Je vous ai dit que je les condamnais. Attendez. La même commission de l'ONU, monsieur, a dit qu'il y avait eu des violences sexistes et sexuelles commises dans les prisons israéliennes. Vous les condamnez? Mais monsieur, moi je condamne les violences. Évidemment, je condamne... Vous condamnez les violences sexistes commises par l'armée israélienne à l'égard des... Monsieur Bompard, moi j'ai pas d'ambiguïté. Mais moi non plus, mais vous voyez. En revanche, vous avez êtes toujours pas pour un cessez-le-feu. Monsieur Bompard, vous venez de mentir sur la solution à 2 États. Et vous allez me laisser m'exprimer. Parce que vous avez sur votre liste une dame qui s'appelle Madame Hassan, que vous mettez en position éligible, qui elle est pour qu'il y ait un seul État. C'est pas du tout ce qu'elle a dit. Eh bien, regardez, puisque vous pouvez fact-checker. J'ai regardé avant que nous entrions sur ce plateau. Oui, vous avez mal regardé. À 17h30 sur son compte Twitter, elle rappelle qu'elle est favorable à un État. C'est le premier tweet d'ailleurs épinglé. Ok, 2 choses en sous-main. On va fact-checker évidemment. J'ai été voir le tweet de Rima Hassan. Attendez, je vais vous le mettre sous les yeux. C'est ce tweet-là du coup. La première chose, c'est que la position officielle de la France insoumise, de toute façon, c'est une position à 2 États. Donc de toute façon, Chenu a tort et il est en train de mytho comme il peut. Mais il fait référence à ce tweet de Rima Hassan. Le passage en question, c'est ça. Est-ce qu'un travail diplomatique ou politique a posé les termes de cette perspective politique? La réponse est non. Toutes les résolutions onusiennes portant sur la solution à 2 États, ce qui a été rappelé devant la CIG par de nombreux États,
À ce stade, est-ce que la solution à 2 États nous permet à minima d'avancer sur une première étape quant à la reconnaissance des droits du peuple palestinien et la fin de la colonisation israélienne? La réponse est oui. Ok, donc Rima Hassan, a priori, est pour une solution à 2 États qui verrait a priori, elle, comme une espèce de transition vers un idéal qui serait plutôt un État du coup binational. Ça me semble être la conséquence logique de son tweet. Mais quoi qu'il en soit, la position de la France insoumise officielle, c'est une solution à 2 États. Et Rima Hassan, d'après son tweet, semble voir la solution à 2 États, à minima comme une étape vers ce qui pourrait être un État binational, dans le cas où en tout cas la solution à 2 États serait pas quelque chose qui peut être pérennisé, de pas viable quoi. J'ai vu. Sur son X. Vous inquiétez pas. Elle rappelle qu'elle est favorable à une cohabitation. Mais cohabitation avec qui? Cohabitation avec qui? Cohabitation avec des gens qui ont la charia, le Hamas, qui applique la charia. Cohabitation avec des gens. C'est vraiment rien sur le sujet. Alors, juste cohabitation avec des gens qui traitent si mal les femmes. C'est vrai. Et ça c'est évidemment un strawman du tweet de Rima Hassan et de la position de la France insoumise. Enfin, c'est un homme de paille. Pour vous, entre Miller et Katnas, traitez bien les femmes à la France insoumise. C'est un vrai débat. On s'éloigne un peu. Vous cohabitez avec des gens qui traitent si mal les homosexuels. Monsieur Bompard, en réalité, vous hébergez sur votre liste une dame qui se fait le relais du Hamas, qui est contre la solution à 2 États. Et vous savez que vous l'hébergez sur votre liste parce qu'elle ne s'en cache pas. Mais vous continuez à nous dire, à tenir un discours qui n'est pas celui que vous faites vivre dans la réalité. Sébastien Chenu. Et là, attendez. Et là, vous abusez. S'il vous plaît. Vous abusez les électeurs. Messieurs, s'il vous plaît. Vous allez répondre dans un instant, juste avant de passer aux sujets nationaux. Vous allez répondre. Je précise que Sébastien Chenu parle de Rima Hassan, qui est en 7e position sur votre liste, qui est une militante franco-palestinienne et qui s'est exprimée dans des interviews en faveur d'un État binational. Est-ce que jusque-là, on est à peu près d'accord sur les faits? Non. C'est ce qui a été dit. Non, mais attendez. Non, mais si. Qu'elle s'était dit en faveur d'un État binational. Attendez, on va y répondre de manière très claire. Il n'y a pas de problème. Donc, Manuel Bompard, vous répondez à ce que vient de dire Sébastien Chenu. Et ensuite, on avance sur les sujets nationaux, si j'ose dire. Rima Hassan a dit à plusieurs reprises que son idéal, c'était un idéal de cohabitation complète entre les populations palestiniennes et les populations israéliennes au sein d'un même État. Et l'égalité des droits entre les Juifs et les Arabes en Palestine et en Israël. Ça, c'est son idéal. Et du fleuve à la mer. Attendez, laissez-moi terminer. Et elle a dit également... Du fleuve à la mer. Vous allez nous dire ce que ça veut dire? Oui, l'égalité des droits du fleuve à la mer. Du fleuve à la mer, vous savez très bien ce que ça veut dire. Exactement, monsieur Chenu. d'Israël. Mais monsieur Chenu, laissez-moi répondre à votre question, parce que si vous me posez une question, c'est peut-être parce que vous avez envie d'entendre la réponse. Mais Rima Hassan dit aussi qu'elle considère que le point d'appui aujourd'hui, c'est le droit international. Et le droit international aujourd'hui, c'est la solution à 2 États. Mais si elle le dit... Non, elle mène des actions contre l'ONU. Comme on vient de le checker exactement sur son tweet, ce que dit Bompard est absolument vrai ici. Maintenant, elle mène même des actions contre l'ONU. Vous dites n'importe quoi. Non, monsieur Et maintenant, monsieur Chenu, je vais vous dire... Ça ne suffit pas de dire ça, monsieur Bompard. Mais si, ça suffit. Et vous savez pourquoi vous la mettez? Pensez une seconde à ceux qui nous regardent. Pensez une seconde à ceux qui nous regardent et essayez de ne pas parler en même temps. Je suis embêté comme vous, mais je voudrais bien pouvoir répondre. Mais je vais vous dire, elle est candidate sur notre liste d'abord parce que c'est une femme brillante, que c'est une juriste en droit international, que c'est une spécialiste des camps de réfugiés. Et moi, je suis fier de l'avoir sur ma liste. Et je vais vous dire, si vous voulez qu'on parle des candidats que les uns et les autres ont sur leur liste, vous avez en 3e position sur la liste du Rassemblement national l'ancien directeur de l'agence Frontex, ce qui est une agence européenne. Cet homme a été obligé de démissionner de l'agence Frontex parce que l'agence Frontex était pointée du doigt parce qu'elle utilisait des pratiques illégales au regard du droit international. C'est le refoulement en mer. Très concrètement, ça veut dire un bateau qui arrive avec des gens pour risquer leur vie. Et Frontex couvrait le fait de les renvoyer à la mer. Et ben moi, je vais vous dire, monsieur Chenu, je suis 1 million de fois plus fier d'avoir Rima Hassan sur ma liste que d'avoir un homme qui s'est rendu complice et coupable de refouler des gens. Non, s'il vous plaît. Voilà, s'il vous plaît. Et on aura entendu aujourd'hui que vous n'êtes même pas capable de dire une chose simple. Il faut que les armes s'arrêtent, que les massacres s'arrêtent. Voilà la chose simple qu'il fallait dire aujourd'hui. Ce que je retiens, c'est que vous n'êtes pas capable de dire que le Hamas est terroriste. Vous avez refusé de le dire. Que vous hébergez une candidate qui est Sébastien Chenu, Emmanuel Bompard, je suis désolé, je suis obligé de hausser la voix. Il est là pour faire des clins d'œil. Stop, il est 18h49. À l'instant, je précise juste qu'Emmanuel Macron, sur ce sujet du Proche-Orient, s'il vous plaît, sur ce sujet du Proche-Orient, Emmanuel Macron, à l'instant, s'il vous plaît, prévient le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou que tout transfert forcé de population constituerait un crime de guerre. Voilà, c'est dit. J'aimerais maintenant qu'on passe à la partie l'Europe face aux crises.
La deuxième partie de ce débat, vous évoquiez il y a un instant la présence de monsieur Légéry, ancien patron de Frontex, sur la liste RN. Là, pour le coup, sur ce sujet, tout vous oppose. Manuel Bompard, vous défendez la régularisation des travailleurs sans papier. Vous, Sébastien Chenu, votre candidat Jordan Bardella défend une double frontière, une renégociation des accords de Schengen. Ça veut dire que vous ne croyez pas à la compétence migratoire à l'échelle européenne, Sébastien Chenu? On défend une double frontière parce que nous considérons qu'effectivement, on doit protéger les frontières de l'Europe, mais aussi ça doit se gérer au niveau national. C'est un sujet qui fait consensus, en réalité, l'immigration, pas entre nous, mais qui fait consensus dans la population française, puisque aujourd'hui, globalement, l'ensemble de la population française trouve qu'on accueille trop d'étrangers, considère que... Et j'ai regardé dans l'électorat des Insoumis, c'est intéressant, 80% sont d'accord pour la déchéance de la nationalité pour ceux qui ont fait des meurtres, 52% des électeurs insoumis sont d'accord pour qu'on durcisse les APL, 60... Ça, j'ai été voir chacune des statistiques qu'il est en train de citer, ok? Donc je vais vous les sortir juste après, mais j'ai été vérifier chacune d'elles. pour qu'on durcisse leur groupement familial. Donc c'est un sujet qui fait consensus, en réalité l'immigration pas entre nous, mais qui fait consensus dans la population française, puisque aujourd'hui, globalement, l'ensemble de la population française trouve qu'on accueille trop d'étrangers, considère que... Et j'ai regardé dans l'électorat des Insoumis, c'est intéressant, 80% sont d'accord pour la déchéance de la... Ok, donc dans l'électorat de la France Insoumise, 80% seraient pour une déchéance de nationalité dans le cas d'un meurtre, c'est ce qu'il dit. Alors après, moi j'ai été checker des chiffres, je sais pas si j'ai vraiment trouvé les mêmes chiffres, mais après il n'y en a pas des milliards qui circulent, ok. J'ai remarqué que quasiment tout ce qu'ils citent, ce sont des sondages organisés... Merde, comment je mets ça? Hop. Des sondages organisés par comment ça s'appelle? Pas l'IFOP du coup, mais c'en est d'autres. Attendez, c'est celui-là. Des gens de nationalité. Le CSA pour CNews. Juste pour info, le CSA, c'est un groupe détenu par Bolloré, ok? Donc Bolloré, je dis ça parce que j'ai par ailleurs essayé de trouver littéralement les rapports des sondages et j'ai pas trouvé genre en PDF l'exacte méthodologie des sondages et tout. Mais sachez que les sondages CSA pour CNews, CSA c'est un truc qui appartient à Vincent Bolloré, donc qui est déjà également CNews, et que bizarrement ces sondages-là ont tendance à avoir des résultats un peu chelous. Alors c'est pas je vais faire mon conspi et encore une fois voilà, ça veut c'est pas une démonstration que les résultats sont faux, attention, mais je veux juste te dire que ce truc là appartient à Bolloré, l'institut de sondage appartient à Bolloré tout comme CNews. À part ça, il dit ah ouais, sondage CNews en plus ça nous prouve que les personnes interrogées sont réellement les filles. Alors c'est des sondages en ligne. Encore une fois, je veux pas dire que le sondage les résultats sont faux parce que l'institut de sondage appartient à Bolloré. Mais voilà, c'est un institut de sondage que Bolloré a racheté en 2007 et qui ne fait que les sondages en rapport avec l'immigration, ce genre de choses. La méthodologie, je la connais pas exactement parce qu'encore une fois, j'ai pas pu la checker parce que j'ai pas trouvé le détail exact. Donc sur la question de la déchéance de nationalité, donc le sondage de l'institut de Bolloré, effectivement, fait un décompte par groupe politique. Êtes-vous pour ou contre la déchéance de la nationalité française pour les binationaux qui ont participé aux émeutes? Alors ça, c'est pour les gens qui ont participé aux émeutes. Il me semble que Chenu parle des gens qui ont commis des meurtres. En tout cas, c'est 55% de la LFI serait contre. 45% pour. Personnellement, ça me paraît un chiffre extrêmement haut. Ça me paraît vraiment étonnant que 45% des électeurs, des gens France Insoumise, soient pour la déchéance de nationalité, déchéance pour les gens qui ont simplement participé à des émeutes. Ça me paraît vraiment énorme comme chiffre, ok? C'est un sondage réalisé par questionnaire auto-administré en ligne du 11 au 12 juillet auprès d'un échantillon représentatif de 1000 personnes. C'est toute l'info que j'ai pu trouver sur le sondage. J'ai pas trouvé la méthodologie, le PDF, etc. La déchéance de nationalité, donc sur un sondage publié le 6 novembre donc 2020, donc là c'est réalisé par l'Institut IFOP fiducial pour CNews et Sud Radio. Près de 9 Français sur 10, 90%, en gros 89, se disent favorables à la déchéance de nationalité. Pour les personnes avec une double nationalité ayant commis des délits. Je rappelle qu'en novembre 2020, c'était je crois que c'était du coup l'assassinat de Samuel Paty. Ou c'était un autre... Il y avait eu en tout cas, voilà, c'était ça. Donc ce sondage a vraiment lieu juste après l'assassinat de Samuel Paty, pardon. Ce qui peut avoir un effet immédiat sur la façon dont les gens perçoivent ce genre de problème, parce que c'est un événement voilà, soudain, voilà. Effectivement, dans ce sondage-là, sur la France Insoumise, on a 79% des répondants au sondage favorables pour permettre la déchéance de nationalité des personnes avec une double nationalité ayant commis des délits. Donc le chiffre cité par Chenu est vrai. Maintenant voilà. En tout cas, le chiffre est vrai. Après, c'est le chiffre d'un sondage qui a lieu juste au moment où il y a l'assassinat de Samuel Paty, ce qui peut avoir un effet à court terme, on va dire, sur les réponses qu'ont donné les gens. Je suis pas sûr que si ce sondage avait eu lieu 6 mois après ou 1 an après, les réponses auraient été les mêmes. Faut bien prendre ça en compte dans la méthodologie du sondage. Nationalité pour ceux qui ont fait des meurtres. 52% des électeurs insoumis sont d'accord pour qu'on durcisse les APL. 60% pour qu'on...
Sur la question de... Attendez. Toujours sur CNews, hein, de toute façon, la plupart des sondages qui ont attrait avec ce genre de questions, l'immigration typiquement, vont être organisés par CNews, très bizarrement. Effectivement, plus de tiers des Français, selon encore une fois un sondage CSA, donc CSA c'est l'Institut de sondage de Bolloré, pour arrêter de verser des minima sociaux aux étrangers. Et ceci étant dit, on avait 63% qui étaient contre le fait d'arrêter de verser des minima sociaux aux étrangers. Est-ce qu'on avait on n'avait pas de décompte directement par groupe politique, genre France Insoumise ou quoi ici? Enfin, je crois pas, attendez. On avait Total Gauche, etc., mais pas... J'en avais un dernier peut-être sur le regroupement familial. Sur le regroupement familial, attendez, France Insoumise, c'était 65% opposés au fait d'arrêter le regroupement familial. Si jamais des gens veulent les liens de tous ces sondages, je pourrais vous les mettre sur le Discord si jamais vous voulez les checker ou les garder dans vos fichiers. Merci pour le follow. Voilà pour le fact-checking de cette partie. Est-ce que j'ai oublié un truc ou pas? Si, il y a un sondage, j'ai trouvé par hasard un sondage un peu plus ancien, pour voir un peu l'évolution de la société par rapport à ça, 2015. Donc sondage décembre 2015 est là pour BFM TV. Et on avait un chiffre à peu près similaire de 86% des Français interrogés se déclarent favorables à la déchéance de nationalité pour les binationaux nés français et condamnés pour un crime constituant un acte terroriste. Sachant qu'en 2015, encore une fois, il y a des attentats, enfin il y a des événements qui peuvent modifier, on va dire à court terme, l'appréhension de ce genre de questions. Donc à l'époque, il n'y avait pas encore la France Insoumise, hein, on avait le Front de gauche, et on en parle ici, attendez, que je retrouve... 46% des gens, 46% des, on va dire des gens sympathisants du Front de gauche, donc en 2015, considéraient que ce projet n'était pas contraire. Donc, du coup, voilà, 54% des gens du Front de gauche considéraient que ce projet-là, la déchéance de nationalité, était contraire aux valeurs de la gauche, par exemple. Ça, c'est des données qui datent de 2015. On durcisse leur groupement familial. Donc, c'est un sujet qui faut consensus. Même votre électorat veut qu'on soit plus ferme sur l'immigration. Alors, vous ne l'écoutez pas parce qu'en fait, vous flattez un autre électorat et on a compris que ce qui intéresse le peuple français vous intéresse moins. Vous préférez faire des clins d'œil à d'autres et on a bien compris pourquoi. La probabilité de l'élection de Mme Hassan nous en donne aussi l'exemple. La réalité, c'est que vous êtes... dire qu'elle est pas française, c'est ça ? Non, c'est qu'elle fait des clins d'œil à d'autres. Qu'elle défend pas les intérêts. Juste, on va réécouter une phrase que prononce Sébastien Chenu, mais qui a quasiment aucun sens. Vous préférez faire des clins d'œil à d'autres, et on a bien compris pourquoi. La probabilité de l'élection de Mme Hassan nous tisse les APL, 60% pour consensus. Même votre électorat veut qu'on soit plus ferme sur l'immigration. Alors vous ne l'écoutez pas parce qu'en fait, vous flattez un autre électorat. Vous n'écoutez pas votre électorat parce que vous flattez un autre électorat. En fait, quel sens a cette phrase? Vous n'écoutez pas votre électorat parce que vous flattez un autre électorat. En fait, cette phrase n'a aucun sens. Et on a compris juste, ça m'a fait marrer quand j'ai entendu la première fois. Que ce qui intéresse le peuple français vous intéresse moins. Vous préférez faire des clins d'œil à d'autres. Et on a bien compris pourquoi. La probabilité de l'élection de Mme Hassan nous en donne aussi l'exemple. La réalité, c'est que vous êtes... dire qu'elle est pas française, c'est ça ? Non, c'est qu'elle fait des clins d'œil à d'autres. Qu'elle défend pas les intérêts des Français. Elle est française, elle est même franco-palestinienne. Il est fait un débat sur Rima Hassan, on parle d'immigration. Je dis, monsieur Bompard, que vous faites des clins d'œil, que vous faites des clins d'œil à un électorat. C'est comment ce débat, c'est le truc qui crève les yeux quand on écoute ce débat, c'est le problème de ce type de format télévisé, c'est que le mec en face peut enchaîner les mensonges, les absurdités, les affirmations fausses, empiriques, fausses, etc., à la chaîne, sans qu'on puisse réellement démontrer qu'il est en train de mentir. Tu vois le problème? Et ça, pour moi, c'est vraiment chiant, parce que autant je fais un débat sur Discord, autant je fais un débat sur YouTube avec éventuellement un influenceur, même, je sais pas, un mec d'extrême droite, par exemple, ou sur des questions empiriques qui peuvent être diverses et variées, que la nutrition, l'immigration, peu importe. Autant tu peux mettre pause dans le débat, faire un partage d'écran, tu vois, aller chercher tout de suite les trucs en ligne pour démontrer que la personne ment. Autant sur un format comme celui-ci, en fait, tu peux pas le faire. Et ça, c'est un problème parce que je me dis, combien, parmi toute l'audience de BFM TV qui a assisté à ce débat, ou bien en direct, ou bien en replay, combien ont réellement été checkés, fact-checkés, en fait, les propos des uns et des autres dans ce débat, tu vois. Enfin, de Chenu et de Bompard. À mon avis, je spécule, hein, mais je pense pas qu'il y en ait beaucoup, tu vois. Il y a quelques petits moments dans ce débat où le journaliste BFM TV fait vite fait un fact-checking, il dit, voilà, toi, t'as dit ça, et en fait, il s'avère que c'est faux, etc. Mais globalement, vu le nombre de mensonges de Sébastien Chenu, de choses qu'il dit qui sont fausses, je me dis, putain, quand même, c'est un peu problématique. C'est-à-dire que même si Manu Bompard dit non, c'est pas vrai, vous êtes en train de mentir, ou la preuve, et puis là, il te donne une information. Mais le problème, c'est que quand Manuel Bompard dit que c'est faux, bah, t'es obligé un peu de le croire, Manuel Bompard, sur parole également, parce que t'as pas le moyen
là tout de suite de checker que ce qu'il dit est vrai, tu vois. Alors moi je me dis ça peut être intéressant personnellement de faire régulièrement ce genre de format où tu vois je fais un espèce de fact-checking un petit peu des propos des uns et des autres dans ce genre de débat. Mais bon moi je touche, tu vois là on est 12 spectateurs, y a pas, voilà, ça a pas changé grand chose par rapport à l'audience de BFM que moi j'ai fait un fact-checking de ça, tu vois. Communautariste, je le dis, vous faites des clins d'œil et je l'affirme, vous faites des clins d'œil à un électorat communautariste qui vous pouvez dire lui-même, ça, rassurez-vous, c'est Bompard qui lui-même un jour vous remplacera, vous effacera parce qu'il considérera qu'il n'a pas besoin Sébastien Chenu, parce qu'il considère qu'il n'a pas besoin de supplétifs. Donc oui, on est dans une réalité à laquelle les Français nous demandent de nous opposer très fortement parce qu'on est au début de l'histoire. La réalité, c'est que la démographie en Afrique va nous amener à devoir faire face à des migrations successives. Et parce que l'Europe, l'Union européenne, n'a pas su y répondre. Vous, c'est l'inverse. Vous considérez qu'il faut accueillir tout le monde, qu'il faut aller plus loin, qu'il faut donner des droits à tout le monde. Mais tout ça, monsieur Bompard, ça a des conséquences. Quelle idée horrible. Est-ce que c'est pas une idée horrible de vouloir donner des droits à tout le monde? Qu'est-ce que vous en pensez dans le chat? Imaginez une personne qui veut littéralement donner des droits fondamentaux à tout le monde. Est-ce que c'est pas quelque chose d'absolument horrible? Très lourde pour les travailleurs français. Ça a des conséquences très lourdes. Pour ceux qui travaillent, c'est les baisses de salaire dont utilisent les patrons. Tout à l'heure, vous parlez... Juste, vite fait, ça fait marrer parce que Sébastien Chenu, il y a pas si longtemps, il y a pas si longtemps, il y a 20 minutes, disait à Manuel Bompard, vous faites des leçons de morale ou vous ne faites pas de leçons de morale. Littéralement, quand tu dis à quelqu'un, ne donnez pas des droits à tout le monde ou il ne faut pas donner droit à tout le monde, c'est littéralement, ça rentre littéralement dans le concept de leçon de morale. Alors moi, j'ai aucun problème avec le fait de personnellement donner des leçons de morale, au contraire. Je trouve la morale très bien, j'aimerais qu'on en parle plus. Mais souvent, les gens qui disent ne faites pas la morale, souvent c'est un gigantesque contre son camp. Merci pour le follow. Parliez des salaires. Nous, quand on propose d'augmenter les salaires de 10% en échange d'un gel des cotisations patronales, il n'y a plus personne à la France Insoumise. Là, tout le monde se carapate parce que augmenter les salaires jusqu'à 3 fois le SMIC, jusqu'à 3 fois le SMIC, monsieur Bompard, les cotisations, eh bien non, en ayant un gel des cotisations patronales, en permettant une augmentation de 10% des salaires, vous n'y êtes pas, monsieur Bompard. En réalité, monsieur... Juste pour... vite fait pour rappeler par rapport à ça. Donc effectivement, il y avait une proposition de loi du Rassemblement National. C'était quand? C'était en janvier 2023, donc il n'y a pas si longtemps, pour augmenter les salaires. On va vite fait regarder. Donc l'Assemblée nationale a rejeté jeudi 12 janvier, je viens de voir qu'il y a une faute d'orthographe ici, peu importe, la proposition de loi du Rassemblement national visant à favoriser et inciter les entreprises à augmenter les salaires nets de 10%. Donc ça a été un échec. Il y a des arguments effectivement qui ont été donnés pour justifier en fait de ne pas vouloir de cette loi-là. Merde, en fait, je croyais que j'avais mis un truc de côté et en fait c'est pas le cas. Mais bref, tout le monde avait dénoncé en fait cette proposition de loi de la part du Rassemblement national parce qu'en fait c'était vraiment en fait un espèce de truc écran de fumée quoi. C'est-à-dire qu'en fait ça n'allait vraiment avoir qu'un effet que pour les entreprises qui comptaient déjà augmenter les salaires, etc. Enfin, c'était un truc... c'est typiquement, en gros, un truc inutile, et pire encore, qui peut avoir des conséquences davantage négatives que positives, notamment pour des raisons de cotisation, etc. Monsieur Bompard, vous proposez des solutions qui sont inapplicables pour les PME, les TPE, notamment celle de l'augmentation du SMIC sec, comme vous l'avez fait. Donc derrière ça, il y a des conséquences très lourdes pour les Français. Conséquences en matière de sécurité, conséquences en matière de délinquance, conséquences en matière d'accès au travail. Oui. Gatsu, salut, j'ai follow juste pour dire que Manuel Bompard, c'est The Goat. Bah écoute, en tout cas, dans ce débat, franchement, il a plutôt géré. Oui, monsieur Bompard, nous ne pouvons plus accueillir une immigration qui vient du bout du monde. Eh bien, nous considérons qu'il faut s'en donner les moyens. Nous sommes tout à fait à front renversé, probablement. Réponse de Manuel Bompard. À nouveau, dans ce débat, votre intervention montre à quel point, monsieur Chenu, vous êtes un menteur et un hypocrite. D'abord parce que... pas. Moi, je vous ai jamais insulté. Mais je vous insulte pas, je vous caractérise, monsieur Chenu. Soyez correct. Mais je suis très correct, vous avez menti tout à l'heure, ça a été démontré, et vous êtes un hypocrite, et je vais en faire la démonstration à 7 ans. Monsieur Chenu, d'abord, évacuons ce point-là, mais abordons-le quand même. Vous venez de dire que vous étiez favorable pour une augmentation de salaire en gelant les cotisations patronales. Ce qu'il faut que les gens qui nous écoutent comprennent, c'est qu'en fait, vous ne proposez pas d'augmenter les salaires des travailleurs, vous proposez de les arnaquer. Puisque, en quelque sorte, vous proposez de leur donner en salaire net qu'ils vont perdre en salaire brut. Aucune PME peut augmenter le SMIC. S'il vous plaît, Sébastien Chenu, Manuel Bompard termine et on essaye de rester sur l'immigration. Ce sujet a été abordé, donc j'y réponds. Et après, je viens sur l'immigration. Mais si monsieur Chenu me relance, une bonne fois pour toutes. Il est 18h53, ne parlez pas tous en même temps. Je pense à ceux qui nous regardent. On essaye d'aborder des sujets avec sérieux et de ne pas parler en même temps. Manuel Bompard sur l'immigration. Voilà la preuve que ce que vous proposez
n'est pas sérieux du tout. C'est que vous ne dites pas... Il n'y a aucune PME qui peut augmenter le SMIC tel que vous le proposez. Monsieur Chenu, je crois qu'il faut vraiment que vous laissiez au moins vos interlocuteurs terminer. Expliquez-nous comment vous comptez régler le problème de l'immigration. Non, mais je vais expliquer ce que j'ai envie d'expliquer et certainement pas répondre à vos injonctions. Donc, Monsieur Chenu, je vous dis que vous proposez d'arnaquer les travailleurs français, puisque ce que vous proposez soi-disant de leur donner en salaire, vous allez le prendre sur les cotisations, et que ces cotisations sont celles qui financent notre protection maladie, nos retraites, etc. Et vous dites pas comment vous allez le financer. Maintenant, sur l'immigration, soyons très clairs. Monsieur Chenu, vous passez votre vie sur les plateaux de télévision à dire « avec nous, vous allez voir ce que vous allez voir, il y aura plus d'immigration, etc. » Il y a quelqu'un d'autre qui faisait la même chose que vous. Elle s'appelait Madame Meloni en Italie. Elle a passé sa vie dans des débats télévisés. La chef du gouvernement italien. Mais vous, monsieur, qu'est-ce que vous avez envie de faire? Parce que dès qu'il y a un argument qui vous dérange, vous cherchez à couper la parole des autres. Monsieur Chenu, depuis que Madame Meloni est arrivée au pouvoir en Italie, vous avez immédiatement d'ailleurs salué sa victoire. Il y a eu 2 fois plus d'arrivées sur le sol italien qu'avant son arrivée au pouvoir. Et ces derniers mois, elle a annoncé qu'elle envisageait de faire venir d'ici à 2025 plus de 500 000 travailleurs étrangers. 450 000 titres de séjour pour les travailleurs étrangers en France. Donc ce que je dis, Monsieur Chenu, c'est que la vérité, c'est que vous dites des choses sur les plateaux de télévision, mais ce que vous proposez... Mais vous dites tout ça, en fait, Monsieur Bompard, sur l'immigration. Moi, voilà ce que je dis. D'abord, il faut arrêter d'entretenir le fantasme migratoire que vous voulez essayer de propager dans notre pays. 90% des migrations dans le monde se font entre un pays et son pays limitrophe. La France, l'Union européenne, accueille une toute petite partie et c'est donc son devoir de solidarité de le faire. Deuxièmement, Monsieur Chenu, en France, il n'y a pas une crise migratoire, il y a une crise de l'accueil. On a été capable d'accueillir au sein de l'Union européenne plus de 4 millions de réfugiés ukrainiens, ça s'est très bien passé. On a été capable d'accueillir en France plus de 100 000 réfugiés ukrainiens, ça s'est très bien passé. Pourquoi ça s'est très bien passé? Ça s'est très bien passé parce qu'on a fait en sorte que les enfants puissent aller à l'école, parce qu'on a fait en sorte que ces familles puissent avoir un logement, parce qu'on a fait en sorte que les gens puissent aller travailler. Et vous, par la proposition que vous faites, qui est une illusion, parce que vous faites croire aux gens que vous allez empêcher les gens d'arriver, mais c'est totalement faux, c'est une illusion. En vérité, vous poussez les gens vers des situations de clandestinité qui produisent du désordre, qui empêchent les gens d'aller travailler. Vous m'avez cité un sondage tout à l'heure, moi je vais vous en citer un autre sondage. Une majorité des Français sont favorables à la régularisation des travailleurs sans papier. Comme vous voulez écouter la majorité des Français. Vous êtes donc d'accord pour qu'on régalise? Que ça, j'ai été checker ce chiffre, pour voir si ce que disait Bompard était vrai. Je pense qu'il fait référence à un sondage dont cet article parle. Immigration, selon un sondage, 55% des Français se disent pour la régulation des travailleurs étrangers. 2 tiers des Français sont favorables à l'accueil de réfugiés politiques, mais pas celui des migrants économiques. C'était encore une fois sur 1000 personnes interrogées, et on peut voir directement ce sondage sur le site Elab, que j'ai déjà cité une fois tout à l'heure. Donc effectivement, le chiffre avancé par Bompard est vrai sur la majorité, puisque c'est 55%. 55%. Régularise sur ce sujet, Sébastien Chenu, un contrat de la régularisation des travailleurs sans papier. Parce que vous avez cité les Français tout à l'heure. Et j'ai même expliqué pourquoi je n'étais pas d'accord, parce que ça fait baisser les salaires et qu'il y a une partie du patronat avec lequel finalement vous vous retrouvez bien. Vous voyez l'immigration. Ça n'a jamais fait baisser les salaires. Laissez-moi m'exprimer. D'ailleurs, il y a une étude que j'ai trouvée très intéressante de l'OFCE qui dit que 1% de plus de travailleurs étrangers égale 1% de moins de salaire pour les ouvriers, les techniciens, les employés. Cette étude, vous la connaissez très bien. Vous la connaissez très bien. C'est le fait d'avoir des travailleurs sans papier. La réalité de ce que vous dites, Monsieur Bompard, est totalement délirant, puisque vous confondez des gens qui sont réfugiés ukrainiens avec des gens qui viennent pour une immigration familiale, pour une immigration sociale, et qui sont évidemment de plus en plus nombreux chaque année. C'est pas du tout les mêmes démarches. Les Ukrainiens, souvent, ils ont, dans 3 quarts des cas, la volonté de repartir vivre en Ukraine. Manuel Bompard, juste Sébastien Chenu. Non mais attendez, Manuel Bompard, il y a un instant, utilisait l'argument italien en disant au fond, le RN en campagne dit quelque chose et ensuite des alliés éventuels, même si vous c'est plutôt Matteo Salvini, régularise à tout va quand ils sont au pouvoir. Monsieur Salvini, il a empêché, quand il était au pouvoir, ministre de l'Intérieur, il a empêché, quand il avait les manettes, de l'accostement de 60% de bateaux en moins. Mais j'ai toujours pas compris. En fait, vous considérez qu'il faut toujours continuer à accueillir dans notre pays des étrangers. En fait, c'est ça qui nous différencie. Mais non, mais moi je considère, Monsieur Bompard, qu'on ne peut plus. On ne peut plus. Ça fait peser un poids sur nos finances publiques. Ça fait peser ça fait peser une responsabilité en matière de délinquance qui est absolument insupportable pour les Français. Tout ça est prouvé, tout ça est documenté. Et vous nous dites aujourd'hui... Pour info, ça, on peut avoir des fact-checking. Alors après, il y a plusieurs sources qu'on peut croiser pour tirer des conclusions plutôt
disons plutôt définitive. Mais là, il parle du poids de l'immigration sur la délinquance et sur les finances publiques. C'est vraiment les 2 points qu'il présente. On trouve facilement des ressources qui parlent de ça. Même le site viepublique.fr, donc un site du gouvernement français, parle de ça. Il y a le Conseil d'analyse économique qui a un focus sur l'immigration et les finances publiques qui date de 2021, que vous pouvez lire, qui est sourcé. Globalement, ce qui semble ressortir de manière consensuelle, si on croise un petit peu toutes les sources, c'est que l'immigration n'a pas un poids négatif sur les finances publiques. Généralement, c'est un poids positif sur les finances publiques. Sur la question de la délinquance, je vais pas tout vous lire, mais encore une fois, on peut en parler plus en détail une autre fois. La source la plus récente, c'est la lettre du CEPI, qui date d'avril 2023, que je vous invite à lire également, qui est intéressante, qui est avec des graphiques, qui est sourcée, qui a été reprise, on en a un peu entendu parler, ça a été reprise notamment par Le Monde par exemple, qui titrait Immigration des étrangers pas plus délinquants que les autres selon une étude. C'est du coup le Centre d'études prospectives et d'information internationale qui est rattaché à Matignon. Donc ça, il y a plusieurs sources qu'on peut croiser également pour dire que effectivement, c'est pas qu'il n'y a pas de corrélation effectivement entre l'immigration et la délinquance, mais plutôt que à la fois c'est pas forcément les liens qu'on pense et à la fois les solutions à apporter permettraient de remédier en principe assez facilement à ça, pour peu qu'on ait la gauche au pouvoir justement et pas des conservateurs. Le sourire en coin, oui, il faut continuer à accueillir. Mais moi je vous dis que... Mais en gros, mais tout ça pour dire que Chenu qui balance ça et qui dit, je sais plus ce qu'il a dit, je crois qu'il a dit c'est prouvé, c'est avéré, je sais pas quoi, et Manu Bompard qui dit c'est faux, effectivement c'est faux. En tout cas, si on se base sur encore une fois, si on devait faire une espèce de méta-analyse, on va dire, ou de revue systématique de la littérature sur ce genre de questions, on trouverait que c'est Chenu qui a tort et que c'est Bompard qui a raison là-dessus. Que non seulement l'Europe ne fait pas son boulot, je vous dis non seulement qu'il faut jouer sur l'attractivité, car c'est parce que notre pays est attractif qu'il y a des gens qui veulent y venir. Aussi, c'est faux, mais... Il y a des gens qui veulent y venir parce qu'ils trouvent ici beaucoup plus qu'ils ne trouveraient chez eux. Okay. Et je pense que non seulement l'Union européenne ne fait pas son boulot, mais que la France ne fait pas son boulot. Alors nous, on va faire 2 choses. On va effectivement travailler à modifier Schengen. Chaussée 94, bonsoir. T'es quel parti? Moi, je suis d'aucun parti, mais je suis progressiste. Parce qu'on considère que lorsqu'on entre en Europe, eh bien, on ne doit pas pouvoir se balader dans l'ensemble des pays. C'est valable pour les Européens. Ça ne doit pas être valable pour les extra-européens. Et on va travailler à constitutionnaliser le droit des étrangers pour faire en sorte qu'on sache, après un référendum, qu'on proposera aux Français. C'est bien de demander aux Français. Vous trouvez pas ça intéressant qu'on demande aux Français? Sur la régularisation des travailleurs sans papier, mais posons-leur la question. Moi, je suis pour qu'on la question aux Français. Eh bien, on va constitutionnaliser le droit des étrangers de façon à protéger notre pays d'une immigration que nous ne pouvons pas contenir. Voilà. Nous ne sommes pas dans le déni de la réalité. Sébastien Chenu, on parle des européennes. Il y a un paradoxe, c'est que vos 2 familles politiques s'opposent au pacte migratoire européen, mais pour des raisons diamétralement opposées. Vous considérez qu'il est trop laxiste, vous considérez qu'il est trop dur. Un point qui est inclus dans ce pacte migratoire, la question de la répartition des demandeurs d'asile dans les pays européens que les États membres doivent accepter. S'ils n'acceptent pas, ils doivent payer une amende. Ils ont la possibilité de ne pas accepter. Votre regard, Manuel Bompard, sur cette mesure-là? C'est une honte. On parle de vie humaine. Monnayer comme ça des vies humaines, je trouve ça tout simplement honteux. Maintenant, je vais répondre à M. Chenu et aux soi-disant arguments qu'il a avancés à cet instant. Monsieur Chenu, vous avez cité des notions, des concepts qui ont été démentis par l'ensemble des études. Par exemple, vous dites... Non, mais juste, vous vous moquez totalement de la question que je vous pose. Je vous parle de... Non, mais je vous ai répondu. Mais restons sur le pacte migratoire européen. Je suis opposé au pacte migratoire européen. Alors, le RN dit qu'il est trop laxiste. Je suis... très bien, mais je suis opposé au pacte migratoire européen. Je suis opposé au règlement Parce que vous soutenez l'idée de répartir de façon... Je suis opposé au règlement de Dublin, qui consiste à dire que c'est quand une personne, le premier pays sur lequel une personne met le pied, qui doit être responsable de ça. Est-ce qu'il faut répartir de façon, pas autoritaire, mais en tout cas, est-ce qu'il faut répartir les demandeurs d'asile dans les pays européens sans laisser la possibilité aux États de refuser? Oui, je suis pour, mais attendez. Je suis pour sortir du fantasme migratoire, de cette vision de l'Europe forteresse. Je suis pour développer des voies légales de migration. Monsieur Chenu disait, l'immigration, ça nous coûte trop cher. C'est faux, monsieur Chenu. La vérité, c'est qu'aujourd'hui, si on applique votre programme, c'est-à-dire que si on renvoie l'ensemble des personnes immigrées ou on les empêche de rentrer, c'est 10 milliards d'euros en moins chaque année. Totalement délirant. 0,25 points du PIB. Non mais monsieur Chenu, vous pouvez contester les chiffres. Attendez, laissez-moi terminer. Vous pouvez contester les chiffres. Vous pouvez contester. Mais vous pouvez contester les chiffres, mais ils sont vrais, monsieur Chenu. Tout comme mon étude sur la baisse des salaires. Monsieur Chenu, la baisse des salaires des ouvriers. Monsieur Chenu, ce qui fait baisser les salaires des ouvriers, c'est que vous maintenez aujourd'hui sur le territoire français des travailleurs qui sont des travailleurs qui n'ont pas de papier et qui sont une main d'œuvre corvéable à merci qui sert à peser à la baisse sur les conditions sociales. Non, je suis pour régulariser
l'ensemble des Bompard, travailleurs sans papier. Et d'autres viendront comme ça. Monsieur Chenu. Monsieur Bompard, mais non, parce que là encore, vous accréditez une thèse d'une théorie de l'appel d'air qui n'a jamais été démontrée. Attendez, laissez-moi terminer, parce que vous coupez la parole en permanence, parce que la vérité, c'est que votre projet ne tient pas la route sur ce sujet. Un travailleur sur 10 en France est un travailleur immigré, un travailleur sur 5 en Île-de-France. Dans le secteur de la santé, vous avez 15% de gens qui... Ça, j'ai été checker les chiffres, je sais pas si je crois que je les ai, après je vais vous les montrer, mais effectivement, ce qu'il dit est vrai. C'est un travailleur sur, je crois que 5 en Île-de-France, un truc comme ça, ce qu'il dit. 10 en France est un travailleur immigré, un travailleur sur 5 en Île-de-France. Ouais, c'est ça, c'est 1 sur 10 en France, 1 sur 5 en Île-de-France. Dans le secteur de la santé... Après, j'ai quelques sources où on voit que c'est effectivement affirmé. Vous avez 15% de gens qui permettent de faire vivre les travailleurs de la santé. Tous les métiers essentiels, les métiers pénibles, aujourd'hui, ils sont occupés par des travailleurs immigrés, Monsieur Chenu. Si vous les enlevez, c'est des métiers essentiels à la vie de la nation. Réponse de Sébastien Chenu, et ensuite on avance et on va parler d'agriculture. C'est possible à faire ce que vous voulez, mais en plus c'est abject de les jeter en pâture alors qu'ils contribuent à faire vivre notre pays au quotidien. Une affirmation et une question. Quel est le taux de chômage chez les immigrés, chez les gens qui ne sont pas français? Est-ce qu'il n'est pas considérablement supérieur aux Français? Évidemment que si, vous le savez très bien. Vous parlez des travailleurs sans papier. Donc la réalité, c'est que les gens Ça, j'ai été checker, du coup, c'est ce chiffre-là que j'avais été checker. On a des articles et on a effectivement des sources qui parlent de ça. J'ai trouvé comme ça un article sur TF1 Info et un article sur l'Observatoire des inégalités. Effectivement, le taux de chômage est pas le même. Ça, c'est 11 mai 2021. Cet article-là, c'est quoi la date? C'est novembre 2022. À l'époque, c'était un fact-checking de TF1 sur des propos de Marine Le Pen, du coup. Sur son site, l'INSEE propose un tableau récapitulatif, donc on a l'INSEE qui fait ça, du coup, mettant en lumière l'inactivité, chômage et emploi des immigrés par origine géographique en 2021, du coup, en France. L'an passé, donc ça c'est 2022, donc 2021, le chômage était de 7,9% pour l'ensemble de la population, il s'établissait à 2,7% pour les personnes immigrées. Et effectivement, après, encore une fois, il suffit pas de faire comme comme les conservateurs, le Rassemblement national, de prendre une donnée et de la mettre sur la table sans aucune interprétation, sans aucune explication, et surtout de faire comme s'il n'y avait pas de solution, alors qu'on parle de droits fondamentaux de certaines personnes, ce qui devrait constituer en fait la priorité absolue. C'est de faire en sorte qu'on respecte les droits de tout le monde, y compris les immigrés, et qu'on les aide en fait justement par exemple à diminuer le taux de chômage, parce qu'il y a des raisons évidentes pour lesquelles ces personnes-là auraient un chômage plus élevé. Ce qu'on peut voir justement par exemple sur cet article de l'Observatoire des inégalités. Effectivement, il y a un taux de chômage du coup qui est quasiment 2 fois plus élevé que les non-immigrés, mais il y a effectivement des questions qui... Voilà, il y a le niveau de diplôme qui joue, mais qui n'explique pas tout. À niveau de diplôme équivalent, par exemple, le taux de chômage des immigrés demeure supérieur. Ainsi, 18,8% des immigrés titulaires d'un baccalauréat sont au chômage, contre 9,8% des Français nés en France du même niveau de diplôme, soit 2 fois plus. Après, il y a il y a effectivement plein de critères, en fait, plein d'explications à prendre en compte. Maintenant, il faut bien se rendre compte d'un truc, c'est que, en fait, la gauche au pouvoir permet d'améliorer la condition des immigrés, justement, et de les aider à trouver un travail plus facilement, etc. Donc le taux de chômage baisse. En fait, quand on a des progressistes au pouvoir, les progressistes essaient de faire en sorte que les droits de tout le monde soient respectés dans le pays. Y compris les immigrés, tout simplement. Ce qui n'est pas le cas des conservateurs, du coup. Immigrés, que les gens qui ne sont pas français. Monsieur Bompard, arrêtez de dire des choses. Évidemment que la gauche au pouvoir facilite les conditions d'accueil, facilite les conditions d'accès au logement, facilite les conditions d'accès à l'emploi, la formation, etc. Monsieur Bompard, vous savez qu'il y a un taux de chômage chez les immigrés qui est bien plus fort que dans la population française. C'est une réalité. Il y a plus d'immigrés qui sont au chômage, évidemment. Et vous nous dites, il faut encore accueillir. Parce qu'en fait, j'ai toujours pas compris. Vous voulez continuer à accueillir de l'immigration sur notre territoire. Mais moi, vous nous dites, on les régularise et comme ça, d'autres arrivent. Non, c'est pas du tout ce que en fait, votre logique, c'est une logique sans fin. C'est le déni de la réalité. Même vos électeurs, ils vous demandent d'arrêter ça. Et en fait, vous nous dites, ici, ce soir, sur BFM, il faut continuer à accueillir. Moi, je vous dis simplement, non. Messieurs, les Français... Ça, du coup, c'est faux que les électeurs demandent ça. On l'a vu avec les chiffres des sondages tout à l'heure. La majorité des électeurs de France Insoumise, ne sont pas favorables à l'arrêt de l'immigration. Non, s'il vous plaît. Et nous considérons qu'effectivement, nous n'avons plus les moyens de le faire. Monsieur Chenu, je vais vous dire, s'il on vous est plaît. pour une minute. Non, pas une minute, 10 secondes. Moi, mon projet, il est simple. D'abord, il faut faire en sorte... Oui, c'est le déménagement de l'Afrique dans l'Europe. Laissez-moi terminer. Ça, c'est vraiment le moment. C'est vraiment le moment où tu dis. C'est vrai qu'on a un conservateur. Si jamais à un moment donné, on avait peut-être oublié qu'on avait quelqu'un du Rassemblement national en face, cette phrase-là permet de le rappeler immédiatement.
D'abord, il faut dire une chose simple, il faut faire en sorte que les gens n'aient pas besoin de partir de chez eux. Et oui, quand les gens sont obligés de partir chez eux parce qu'ils fuient la guerre, parce qu'ils fuient la misère, oui, je suis... Messieurs, écoutez, s'il vous plaît, pour qu'on ait du temps, Sébastien Chenu, Manuel Bompard, stop. C'est vous qui devriez atterrir, monsieur. On a parlé d'immigration, je crois que les téléspectateurs ont pu voir ce qui vous opposait. J'aimerais qu'on parle des questions agricoles et liées à l'écologie, notamment. Un des derniers éléments qui était au cœur de l'actualité, c'est le rejet par le Sénat de la ratification du CETA, c'est-à-dire le traité de libre-échange entre l'Union européenne et le Canada. Là encore, je dis là encore puisqu'on a vu quelques éléments de convergence entre vous, vos deux familles politiques se sont opposées à ce traité de libre-échange. Est-ce à dire, Sébastien Chenu, je vous donne la parole parce que vous avez 40 secondes d'avance, que vous avez la même façon de défendre non seulement les agriculteurs mais aussi l'écologie? Probablement pas, parce que moi ce que je crois c'est que il faut d'abord faire tout pour que notre agriculture puisse continuer à vivre. C'est l'inverse de ce que font les amis de M. Bompard, qui noient notre agriculture partout où ils ont eu les leviers, notamment à l'Europe, donc ils ont pu peser sur des votes à travers des normes, à travers une écologie punitive, et on a toute une liste qui permettra de le démontrer. Je voudrais juste rappeler un petit truc par rapport à l'écologie, puisqu'on parle d'écologie désormais dans ce débat. Et juste rappeler en fait les notations des différents programmes des différents candidates à l'élection présidentielle la dernière. Donc encore une fois, les programmes avaient évidemment été notés, par exemple sur la question de la cause animale par le 114, mais sur la question de l'écologie par différents organismes. Le réseau Action Climat et France avait noté par exemple les programmes sur la question de l'écologie, transport, industrie, agriculture, logement, énergie, internationale, finance, sur la question du climat, plus exactement. Jean-Luc Mélenchon avait eu un petit sourire pour chacun des critères. À votre avis, combien de petits sourires a eu Marine Le Pen? Nada, 0. Donc ça, c'est sur la question de l'écologie. On a quelqu'un qui vient d'un parti qui a été très bien noté sur la question du climat. On a quelqu'un qui vient d'un parti qui a été extrêmement mal noté, en fait, la pénétration sur la question du climat. France Info, par exemple, il y en a plein des comme ça, hein. Mais France Info, par exemple, avait également fait un espèce de fact-checking, voilà, des différents programmes par rapport en fait à remplir les conditions des programmes en fonction des accords de Paris. On avait Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot tout en haut, qui étaient proches, et on avait très éloigné, voire contre, ça fait marrer qu'ils aient mis voire contraire, très éloigné, voire contraire, on avait Marine Le Pen et Nicolas Dupont-Aignan. Après, des comme ça, il y en a plein, mais c'est juste qu'on parle d'écologie, et je voudrais juste rappeler que si on parle d'écologie, le Rassemblement national, en fait, il faut juste... c'est poubelle, quoi. 3 points à la poubelle, il n'y a pas... Voilà. Pas besoin de tergiverser pendant 120 000 ans. Qui abîme notre agriculture. Nous, ce que nous croyons, c'est que dans les traités de libre-échange, il faut être très pragmatique, il faut des clauses miroirs. Pourquoi le CETA, on ne le vote pas? Parce qu'il y a une absence de clauses miroirs. C'est même pas le volume qui est important aujourd'hui. Parce que, rappelons pour ceux qui nous regardent, quand l'État, il est favorable à la filière viticole, il est favorable au fromager, et que l'idée selon... Attendez, je termine. Que l'idée selon laquelle le marché français-européen, que les marchés français-européens allaient être inondés de bœuf canadien, ce que l'on entendait chez les opposants. Ouais, Macron était pas mal aussi, ouais. Notamment chez Jordan Bardella, mais aussi du côté de la France Insoumise, ça n'est pas arrivé. Ce n'est pas une histoire de volume sur le CETA, c'est une histoire de clause miroir pour pouvoir se battre à armes égales. Mais d'ailleurs, Interbev, qui est le syndicat des producteurs de viande, le dit aussi. Petit point Interbev pour Sébastien Chenu. Il y en a qu'un seul des deux qui a cité Interbev dans ce débat, c'est Sébastien Chenu. Vous en tirez ce que vous voulez. Le dit, il n'y a pas de clause miroir, il n'y a pas de contrôle. D'ailleurs, il a cité Interbev pour faire un argument d'autorité. Même la commission... Interbev, je le rappelle, c'est le principal lobby voilà, de viande rouge en France, donc bœuf, tout ça. C'est pas suffisamment contrôlé. Donc on s'est opposé au CETA. Mais on s'est opposé à d'autres traités. Et je crois que ces traités de libre-échange... Si Interbev le dit, c'est que c'est vrai. Voilà. Méritent d'être totalement... Leur logique mérite d'être totalement revue. L'idée, c'est d'avoir des clauses miroirs partout où c'est possible. Et puis d'arrêter avec la surtransposition de normes qui tuent nos agriculteurs. On le voit bien. Alors là, la LFI, ils ont voté tout ce qui pouvait abîmer l'agriculture française. Ils ont soutenu tout ce qui pouvait la ferme à la fourchette, c'est-à-dire les baisses, les hausses de coûts de la viande. Tout ça, ils l'ont voté. Tout ce qui fait ployer notre agriculture sous une réglementation néfaste, qui lui fait perdre du temps, tout ce qui l'empêche d'avancer, tout ce qui l'empêche de se métamorphoser, vous l'avez voté. Vous avez voté encore une directive sur les emballages, alors qu'on voit bien que sur les emballages, la France n'est pas en retard.
obligeant, et d'ailleurs les syndicats agricoles, le Centre de l'agriculture me le disait aussi, cette directive sur les emballages votée par la France insoumise, eh bien si on l'enlève, déjà ça nous donne de l'oxygène pour reprendre pied dans la crise agricole qui est la nôtre. Donc oui, les normes, faire baisser les productions, faire baisser les surfaces agricoles, c'est votre logique parce que vous avez une logique de décroissance. Eh bien moi je crois, Monsieur Bompard, qu'il faut qu'on aide notre agriculture parce que derrière l'agriculture, c'est la ruralité. Il ne faut pas faire comme, c'est pas vous là forcément que je vise, comme les Verts qui disent, bah écoutez, on refera le désherbage à la main. Non, aidons notre agriculture, donnons-lui des moyens. Travaillons sur les prix garantis. Arrêtons avec les normes et on va lui donner de l'oxygène parce que derrière l'agriculture, c'est la ruralité. Vous avez fait l'inverse. Manuel Bompard. D'abord, ce dont souffrent aujourd'hui nos agriculteurs en France, de mon point de vue, c'est deux problèmes majeurs. Le premier problème, c'est qu'aujourd'hui, ils ne peuvent pas vivre de leur travail. Et le deuxième problème, c'est qu'ils sont soumis à une concurrence qui est une concurrence tout à fait déloyale. Et à partir de ce moment-là, c'est à ça qu'il faut répondre. C'est à ces problèmes qu'il faut apporter des réponses. Vous, Monsieur Chenu, vous essayez d'expliquer que le problème, c'est que, par exemple, on lutte contre l'utilisation des pesticides en France. Mais votre responsabilité, en tant que personne qui aspire à gouverner ce pays, c'est de protéger la population française, de protéger les agriculteurs, de protéger l'ensemble des Français qui sont victimes de l'utilisation des pesticides, qui conduit à ce qu'il y ait des risques de cancer chez les agriculteurs, qui développent des problèmes de fertilité, quand on parle par exemple de pesticides qui sont des perturbateurs endocriniens. Donc le problème aujourd'hui, c'est pas que la France décide. Bon, en fait, la question des pesticides, c'est une question compliquée. Si jamais vous voulez voir des données en français, il y a un rapport de l'INSERM, donc c'est l'Institut National, c'est l'Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale, voilà. On publié une synthèse, un énorme rapport en 2021 sur la question des pesticides en France. Personnellement, de toutes les données que j'ai consultées, c'est vraiment la qualité la qualité globale des données sur la question des pesticides et des problèmes que ça représente pour la santé n'est pas d'un niveau très élevé en fait. C'est-à-dire que le niveau de crédence qu'on peut accorder au fait que les pesticides, dans le cas où c'est respecté au niveau des quantités, etc., que ça respecte le cadre déjà soumis par la loi, c'est pas clair que les pesticides sont réellement néfastes pour la santé. Les données sont pas extrêmement concluantes. C'est d'ailleurs dit dans le rapport de l'INSERM. Vous pouvez le donner le rapport. Hein. Je crois qu'il y a le lien quelque part. Voilà, vous avez tous les PDF. Après, c'est un rapport qui est extrêmement long si vous avez la foi de tout lire. Mais j'ai quand même l'impression, globalement, s'il y a un truc sur lequel je suis pas forcément d'accord avec la France insoumise et certaines personnalités de gauche, c'est d'insister autant sur le potentiel danger des pesticides et d'insister autant sur les bienfaits du bio, alors que quand on consulte les données empiriques, c'est vraiment pas aussi clair que ça, que le bio c'est si bien que ça, pour la santé par exemple, ou que les pesticides sont si mauvais quand, encore une fois, on respecte, encore une fois, les quantités déjà soumises par la loi. Mais ça, c'est une question empirique qui est assez compliquée. Mais si vous voulez plus d'infos là-dessus, vous pouvez aller consulter l'INSERM. Et après, il y a plein de données, mais qui sont en anglais, etc. Donc, de faire en sorte qu'il y ait un certain nombre de produits qui sont des produits dangereux pour la santé, soit interdit, qui met en difficulté nos agriculteurs. Le problème, c'est qu'on impose à nos agriculteurs français des règles qu'on n'impose pas aux produits qu'on fait venir du reste de l'Union européenne. Sur les pesticides, ça, c'est une autre question et c'est effectivement une question à traiter. Sur les pesticides, heureusement qu'on était là. Heureusement que les députés des rassemblements étaient là. Terminé, ça sert à rien de me couper la parole. Voilà ce que je vous dis. Ne hurlez pas, vous n'êtes pas à l'Assemblée nationale. Ne me coupez pas la parole parce qu'en fait, c'est pas vous le président. Il nous reste peu de temps dans le débat, donc Manuel Bompard termine. Parce que là, Manuel Bompard termine. Les agriculteurs. Après, ce qui est toujours un peu problématique avec ce genre de discours, c'est qu'aussi, on utilise un seul terme, par exemple, pesticide, qui englobe un énorme champ de produits différents, dont certains sont reconnus comme dangereux, dont certains sont pas reconnus comme dangereux, ou reconnus comme peut-être dangereux, mais pas sûr, parce que les données sont pas assez concluantes. Donc voilà, après, il y a toujours cette question aussi de pesticides regroupe énormément de choses différentes, voilà. Faire face à des concurrences absolument déloyales. Mais je vous dis l'inverse, monsieur, écoutez au moins ce qu'on vous dit. Sébastien Chenu, s'il vous plaît. Vous avez voté l'inverse. Manuel Bompard. Non, attendez, stop, la personne ne comprend rien. Je suis favorable. Sébastien Chenu, stop. Laissez-moi terminer. Manuel Bompard, je suis favorable à appliquer en France un dispositif qui s'appelle la clause de sauvegarde sanitaire, c'est dans les règlements de l'OMC, c'est-à-dire de faire en sorte qu'on ne permet pas de commercialiser en France des produits qui sont produits en dehors de France avec des pesticides qui sont interdits en France. Donc ne dites pas n'importe quoi sur ma position. Attendez, laissez-moi terminer. Mais le deuxième point sur lequel il faut agir, c'est faire en sorte que les agriculteurs puissent vivre de leur travail, faire en sorte que leurs revenus soient des revenus rémunérateurs. Et sur ce sujet, j'ai déposé à l'Assemblée nationale, au mois de novembre dernier, une proposition de loi pour leur garantir des prix planchers. À l'époque, vous disiez que vous étiez pour. Et puis au moment du salon de l'agriculture... garantie pour nous.
Au moment du salon de l'agriculture, mais vous avez voté pour à l'époque, ça s'appelait Oui, on a voulu donner un signal. Attendez, au moment de la salon de l'agriculture, monsieur Bardella rencontre les jeunes agriculteurs et finalement il change d'avis. Alors monsieur Chenu, dites-moi franchement, vous êtes pour ou vous êtes contre les prix planchers? Je veux dire très honnêtement, notre position, on est pour des prix garantis, c'est-à-dire que des prix qui reviennent dans la poche des agriculteurs. C'est-à-dire que lorsque les producteurs et les agriculteurs, les producteurs, les industriels ne se mettent pas d'accord, l'État doit venir pour garantir un prix garanti. Bon, d'accord. Vous êtes toujours pour les prix planchers, mais monsieur Bardella a dit une bêtise, c'est ça? Monsieur... Je sais qu'il ne faut pas critiquer Emmanuel Bompard, sinon Marine Le Pen va vous plaquer contre un mur, comme a dit la presse. Mais ça ne suffira pas. Monsieur Bompard, ça ne suffira pas parce que vous oubliez de parler des normes. Or, vous avez vous avez sans arrêt alourdi les normes de la ferme à la fourchette, le Green Deal. Mais oui, je suis pour une transition. Vous les avez votés. Et vous savez très bien, monsieur. Mais je suis pour protéger. Monsieur Bompard, laissez-moi parler. Attendez, l'un et l'autre, quand vous parlez, vous ne cessez de vous couper. Donc, s'il vous plaît. Vous avez voté des normes excessives. Elles ont empêché les agriculteurs de pouvoir, que ce soit, je vous l'ai cité, de la ferme à la fourchette, ou que ce soit sur le Green Deal, elles empêchent nos agriculteurs de produire et donc de nourrir. Et quelle est la conséquence de tout ça, monsieur Bompard? C'est très concret. À partir du moment où vous empêchez l'élevage, où vous empêchez le fait que nos agriculteurs puissent développer, être concurrentiels sur le marché de la viande, monsieur, vous avez voté la politique agricole commune, monsieur Bompard, vous faites monter le prix de la viande et à la fin, qu'est-ce qui se passe? Les catégories populaires peuvent plus manger de viande et avec vous, qu'est-ce qu'on aura un jour? On aura la viande au prix du foie gras et voilà ce qui se passera. Les catégories populaires ne pourront pas continuer à manger de la viande ou alors de la viande qui sera importée d'autres pays comme nous le vivons actuellement. Est-ce que vous êtes Monsieur Bompard, vous étouffez notre agriculture par les normes. Reconnaissez que tout ce que vous avez voté a abîmé l'agriculture française, donné de l'oxygène à l'agriculture française. Faites confiance aux agriculteurs. Réponse de Emmanuel Bompard. D'abord, je veux dire que M. Chenu fait des grandes déclarations sur l'agriculture française, que ses députés européens et M. Bardella en premier lieu ont voté en faveur de la politique agricole commune. Moi, j'ai voté contre, monsieur. Parce que on n'allait pas priver nos agriculteurs d'une manne de 9 milliards. Mais vous dites n'importe quoi, parce que si la politique agricole commune n'avait pas été adoptée, monsieur, c'est l'ancienne qui s'appliquait. Donc vous n'auriez privé personne de quoi que ce soit. Laissez-moi terminer une phrase, s'il vous plaît. Sinon, c'est difficile de débattre avec vous, monsieur Chenu. Donc je vous dis que d'abord, il faut être cohérent entre ce qu'on dit sur les plateaux de télévision et les votes qu'on fait. La politique agricole commune telle qu'elle est aujourd'hui, elle ne permet pas à nos agriculteurs de vivre dignement et donc il ne fallait pas la voter comme vous l'avez fait au Parlement européen. Deuxièmement, oui, j'assume de dire que la France doit faire en sorte que son modèle agricole soit compatible avec les objectifs environnementaux et les objectifs climatiques qui sont les nôtres. Pas pour me faire plaisir, mais parce que tout simplement c'est l'avenir de l'écosystème qui est en jeu. Oui, bien sûr, il faut faire en sorte de lutter contre la perte de biodiversité, pas seulement pour me faire plaisir, mais aussi pour les agriculteurs eux-mêmes, monsieur Chenu. Quand vous n'aurez plus si d'agriculteurs, vous voulez qu'il y ait de la fertilité dans les terres, vous avez intérêt à ce qu'il y ait de la biodiversité. Quand vous n'aurez plus d'agriculteurs pour nourrir les Français, eh bien, il n'y aura plus de. Mais moi, s'il vous plaît, pas tous ensemble. Je propose d'installer 400 000 agriculteurs supplémentaires. Donc ne dites pas n'importe quoi. C'est vous qui racontez n'importe quoi. Quand on fait des propositions sur les transmissions, n'importe quoi. Manuel Bompard, la vérité, c'est que vous n'avez rien à faire de l'enjeu majeur du 21e siècle. C'est l'enjeu majeur du 21e siècle. C'est la question de la crise écologique. De la crise environnementale. Et oui, je dis qu'il faut faire en sorte d'organiser la transition écologique de notre agriculture, mais qu'il ne faut pas livrer les agriculteurs français à une concurrence. Merci Manuel Bompard. Réponse de Sébastien Chenu. On va bientôt devoir terminer. Juste, attendez, je me permets de poser la question pour terminer. Est-ce que, comme le dit Manuel Bompard, vous êtes une force politique qui, au fond, fait peu de cas de l'écologie quand vous parlez d'agriculture? Non, mais nous considérons que les objectifs qui sont donnés aujourd'hui sont beaucoup trop importants, que ce soit dans leur rythme ou dans leur volume. Et aujourd'hui, ça tue notre agriculture. Je vous parlais tout à l'heure, je vous parle de transmission ou de capacité à ce que les agriculteurs puissent transmettre à leurs enfants leur ferme, et par des propositions que nous faisons sur l'exonération. Vous les refusez. C'est-à-dire qu'en fait, vous êtes en train de nous raconter n'importe quoi à l'arrivée de 400 000 agriculteurs, alors que tout simplement, nous, par des procédés, très concrets, nous permettons à des agriculteurs de transmettre leur ferme à leurs enfants. Moi aussi, je permets vous y opposez. Monsieur Bompard, votre écologie, elle est punitive. Votre écologie, elle est régressive. Pas du tout. Elle vise à faire en sorte qu'en réalité, notre pays ne soit plus indépendant, ne puisse... Toute cette fin de débat n'est pas très intéressante, on est beaucoup sur des éléments de langage, et il n'y a rien de très concret, donc je pense qu'en vérité il reste quoi? Il reste 2 minutes littéralement, donc je pense qu'on peut passer la fin et en fait s'arrêter ici, hein, sans déconner. Vraiment la conclusion qu'on peut tirer de ce débat, d'après tout ce qu'on a pu voir ici là, c'est vraiment que d'un point de vue fact-checking et donc d'un point de vue valeur de vérité des affirmations des uns, enfin des uns des autres, mais de l'un et de l'autre, c'est vraiment de très très loin Bompard qui remporte ce débat, encore une fois en termes de véracité des affirmations, des propositions. Il y a énormément
de choses qui ont été dites de la part de Sébastien Chenu qui sont littéralement fausses. On l'a bien démontré. Il y a beaucoup d'accusations qu'il a faites envers Manuel Bompard qui n'ont pas été démontrées par encore une fois, par des données empiriques, par des faits qu'on peut aller vérifier sur Internet, etc. Ça crève les yeux. On a tous les éléments de langage qui sont sortis, qui consistent à assimiler en fait, voilà, la France insoumise à des espèces d'islamistes, je sais pas quoi, ou qui voudraient draguer les islamistes d'un point de vue électoral. Je sais pas si ça vous a plu ce genre de format un peu fact-checking de débat. Si jamais ça vous a plu, vous me dites dans le chat, et puis on peut se faire ça régulièrement, quoi.